Sébastien Mette, bonjour, bienvenue sur le podcast Secret d'entraîneur. Merci à toi. C'est un honneur de te recevoir. Tu es ici pour nous parler un petit peu d'haltéro et de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter ? On fait simple aussi. Donc déjà, je renouvelle les remerciements. Merci de m'avoir invité puis d'être venu sur Clermont-Ferrand. La météo est pas top, mais dans le Pélez, un magnifique stade couvert, on devrait s'en sortir. Donc me concernant, pour faire simple, je suis responsable de l'option haltéro-musculation à l'UFR Staps de Clermont-Ferrand, juste à côté de nous ici. Et donc je pilote cette formation-là, sur laquelle j'agrège par convention avec la fédération de l'haltéro-muscu, les brevets fédéraux aussi, ce qui permet à nos étudiants de sortir, on va dire avec le triptyque, pour ceux qui le souhaitent, la licence, le supplément au diplôme qui est le sésame pour la carte pro, et pour ceux qui sont les plus à l'aise dans la discipline, pouvoir passer les brevets fédéraux de niveau 1, niveau 2, en haltéro et ou en musculation. Voilà, pour faire simple. J'ai un passé, comme le tien, de préparateur physique. J'ai occupé un temps assez court un poste d'entraîneur national pour les équipes de France de force. À une époque révolue où l'haltérophilie et la force athlétique étaient dans la même, et le culturisme d'ailleurs, étaient dans la même fédération. Voilà, donc ça c'est révolu. Maintenant, je me consacre principalement à l'enseignement à la fac. Voilà. Ok, un beau parcours. Merci. Par quoi tu veux commencer ? Par l'haltéro, On peut commencer par l'univers Staps, par quoi ? Notamment par l'haltérophilie. C'est des questions qu'on me pose souvent, hein, notamment alors aussi bien des gens qui ne maîtrisent pas du tout l'outil que des gens qui maîtrisent l'outil mais qui ne savent pas toujours comment l'orienter pour le développement des qualités physiques. Alors moi, je vais l'aborder comme ça. Je n'aborde pas l'haltérophilie pour l'haltérophilie. D'ailleurs, dans la formation qu'on dispense en STAPS, il y a évidemment une formation académique qui est la maîtrise de l'outil, parce qu'avant de pouvoir utiliser l'haltérophilie, ça reste un outil. Donc que ce soit à une visée compétitive ou à une visée prépa physique, ça reste un outil. Donc pour moi, l'haltérophilie, et comme musculation, c'est une boîte à outils, ce qu'on appelle le répertoire gestuel, et on ne peut chercher des avantages de l'un ou de l'autre que si on maîtrise cet outil-là. C'est comme tout mécanicien, comme tout plombier, si vous ne maîtrisez pas les outils, c'est compliqué de faire le job. C'est exactement pareil. Donc l'apprentissage de niveau 1, c'est vraiment la maîtrise technique de l'outil, pour derrière agréger des méthodes, des façons de faire qui vont me permettre de développer certaines qualités physiques. On parlera peut-être plus tard ou après de l'explosivité, du RFD, etc. L'haltérophilie a un sens qui à mes yeux est simple, mais qui des fois peut-être est compliqué à mettre en place sur le terrain. Mais la philosophie de l'haltérophilie, elle est assez simple. C'est la maîtrise de la trajectoire. Ça, c'est de la mécanique d'ailleurs de premier niveau, c'est-à-dire que si la trajectoire n'est pas adaptée, l'accélération elle n'est pas bonne. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Donc l'idée de départ, c'est d'essayer de maîtriser un outil qui n'est pas aussi simple que ça, qui peut des fois demander un certain temps d'acquisition, mais qui, une fois que justement cette maîtrise de trajectoire est obtenue, permet d'optimiser, j'allais dire, n'importe quelle qualité physique, et être transférable sur n'importe quel sportif de bon ou de très haut niveau. Souvent, malheureusement, l'outil n'est pas maîtrisé. Et quand il n'est pas maîtrisé, je ne vais pas rentrer dans les réseaux sociaux et puis donner des noms, je vais me fâcher avec personne, mais souvent, on s'aperçoit que l'outil n'étant pas maîtrisé, on va à l'encontre de ce qu'on recherche à développer, où on n'a plus d'accélération, on n'a pas de maîtrise de la trajectoire, et des fois, on va même jusqu'à la blessure ou la surblessure, parce qu'on pense qu'avec l'haltérophilie, on va protéger l'athlète, et en fait, on va encore plus aller dans les points faibles et finir par voilà, des pathologies, notamment du dos, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Donc, pour revenir sur cette partie qui me tient à cœur, parce que c'est celle que j'enseigne, c'est de dire, voilà, essayez de maîtriser à minima cet outil, qui, je répète, a un répertoire gestuel très complexe, mais qui peut, notamment dans le cadre de la prépa physique, s'amener sur un répertoire un peu plus simple, ce qu'on appellera les semi-techniques, qui vont me permettre derrière d'avoir des qualités d'exécution qui sont correctes et permettre d'aller développer les choses que je veux développer en fonction du type de sport de sportif sur lequel je me prédestine à agir en tant que prépa physique notamment. Voilà.
Voilà, sachant que là aussi, petite parenthèse transversale, il n'y a pas nécessité d'avoir une expérience de vie de 25 ans pour commencer à toucher l'haltérophilie. C'est un outil qu'on peut appréhender dès le plus jeune âge. Dès 7-8 ans, on peut rentrer dans une logique de contenu haltéro. La fédération d'haltéro a édité des livrets dans ce sens-là qui sont très bien faits, qui permettent de mettre le pied à l'étrier à des jeunes, que ce soit des rugbyman, des footeux, des judokas, on parlait de judo tout à l'heure, et qui sont d'un niveau technique pas aussi complexe que l'haltérophilie finale avec la gestuelle technique globale, mais qui permettent d'agir sur la triple extension, d'agir sur la pliométrie, sans appeler ça de la pliométrie, parce que tout ce qui est à base de jeu et de bondissement, ça reste de la pliométrie, et de permettre aux gamins d'acquérir un bagage technique et physique qui vont lui permettre de se construire après quand on l'amènera sur du travail avec charge. Voilà. Alors c'est drôle parce que dans ta réponse, tu as un peu abordé tout ce qu'on allait aborder après. Je fais une synthèse. Tu me fais une super synthèse, un bon sommaire. Alors, on parlait déjà de transfert. C'est vrai que l'haltéro, c'est de plus en plus utilisé. Alors, est-ce que c'est à cause du CrossFit qui, médiatiquement, a développé un petit peu tout ce contenu-là? Est-ce que c'est la fédé d'haltéro qui, finalement, fait bien son boulot pour diffuser les informations? Point d'interrogation. Pour toi, ça fait partie du socle de base d'un athlète, si je comprends bien. Ouais. Comment est-ce que ça se fait? Ça va peut-être même plus loin que ça, mais je te répondrai après. Ok. Comment est-ce que ça se fait justement que ça fasse autant partie de ce socle de base? Et comment est-ce que toi, tu le mets en place chez des publics plus ou moins jeunes? Alors, j'allais même te dire, moi, je suis un petit peu... Je suis intégriste, on va dire ça comme ça. En fait, pour moi, tout repose sur la force. En fait, la qualité fondamentale, la base de la pyramide, c'est la force. C'est-à-dire que c'est à partir de la force qu'on va pouvoir exprimer l'ensemble des autres qualités physiques. Notamment le Graal que recherche l'athlète ou le prépa physique, c'est la puissance. Mais on ne peut pas exprimer de la puissance s'il n'y a pas une base de force. Alors je répète, ça c'est ma... Alors, parce que moi je viens de ce milieu-là, on va dire du milieu des sports de fonte, entre guillemets, des poids et haltères, mais la facilité de mesure de ces qualités-là, elle est tellement simple que n'importe quelle personne consciente va se rendre compte très rapidement que à partir d'une base de force adéquate, on peut exprimer n'importe quelle autre qualité physique. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, je reviens au fait que, oui, moi j'intègre dans toutes mes bases de travail un travail athlétique qui repose sur du sport de force, notamment sur de la gestuelle haltéro, pas que, parce qu'il y a aussi de la gestuelle de force traditionnelle, le squat, le développé couché que vous connaissez, enfin tous les sports de force plutôt, les mouvements de force plutôt orientés musculation. Mais l'idée, c'est d'arriver très rapidement à retranscrire ces qualités, on va dire, polyarticulaires simples, vers du travail beaucoup plus technique de coordination pour essayer de se rapprocher de la gestuelle du sportif. Voilà. Toute gestuelle sportive repose sur une notion d'accélération. Et il n'y a pas mieux comme outil, je reviens sur ma boîte à outils, que l'haltérophilie pour intégrer ça dans une gestuelle que l'on pourra retranscrire après sur la gestuelle spécifique du sportif. Que ça soit pour le coup, c'est ça qui est intéressant, sur le membre supérieur, on prend l'exemple du judoka, sur le membre inférieur dans la majorité des sports, et d'une manière globale, puisque chaque athlète a besoin et de ses bras, et de ses cuisses, et de ses jambes pour pouvoir maîtriser sa motricité. Donc l'outil haltéro est un outil pour moi très puissant, puisque je répète, ça va pouvoir allier à la fois un développement optimal de la force avec, de manière concomitante, un développement, j'allais dire, harmonieux et qualitatif de la coordination. Et c'est ça qui est fondamental. Si on veut pouvoir, dans l'activité du sportif, dans la prépa physique, retranscrire des activités, enfin des paramètres de puissance, d'accélération, encore une fois, je reviens sur ma trajectoire, il faut que la technique, en tout cas que la coordination soit adaptée. Et donc, voilà, l'haltérophilie permet de faire le lien entre ce développement athlétique et cette coordination au profit du sportif. Reste au prépa physique, je terminerai là-dessus sur ce petit chapitre-là, à maîtriser l'outil, et je ne vais pas lancer la pierre, voilà, mais on s'en rendra là aussi compte avec les réseaux, ce qu'on avait un peu plus de mal à considérer avant, c'est que ne maîtrisant pas l'outil, ni de manière technique, ni de manière théorique, beaucoup, même si ça
c'était pour répondre à ta question après sur le CrossFit ou sur la Fédé, j'ai pas la réponse, mais on y viendra, c'est de dire beaucoup de préparateurs physiques, jusqu'à preuve du contraire, ne maîtrisent pas l'outil. Donc à partir du moment, c'est évident, on ne maîtrise pas l'outil, qu'est-ce qu'on fait? On s'en garde de l'utiliser, parce que on ne maîtrise pas les effets, et il est évident que si c'est pour, c'est ce que je disais en introduction, blesser les athlètes alors que c'est pas l'objectif, autant pas l'utiliser. Malgré tout, voilà, ça devrait être la pierre angulaire de n'importe quel préparateur physique en termes de développement athlétique. Voilà. On ne peut pas concevoir la prépa physique sans un apport, alors je vais mettre de la musculation au sens large, mais notamment de l'haltérophilie. Il suffit d'aller voir dans les pays anglo-saxons comment ça se passe. C'est clair. On voit bien qu'il y a quand même un gros décalage entre ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, parce que culturellement, encore une fois, Culture de la force dans les pays culture de la force et anglo-saxons. de l'haltéro, elle est intégrée depuis très 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 longtemps. C'est Voilà. clair. Et on parlait de coordination. Une chose que je voulais ajouter, c'est aussi l'importance du corps CORE dans l'haltérophilie, qui n'est pas forcément présente dans beaucoup de sports. En tout cas, cette culture du corps et donc de protection, parce qu'on sait que quand tu as des muscles spinaux aussi gros que des avant-bras, tu as moins de chances de te blesser au dos, quoi. Là aussi, il suffit de regarder. Je répète, on n'avait pas de mon temps, on n'avait pas tout ce matériel-là, on n'avait pas toute cette technologie. Et malheureusement, je te disais tout à l'heure, notamment quand j'allais à l'INSEP observer les préparateurs physiques, si j'avais dû et voulu observer, il me fallait la caméra VHS. Enfin bref, maintenant on a des outils très qualitatifs, très simples d'utilisation. Et on s'aperçoit notamment maintenant, on se rend compte que n'importe quel athlète de bon niveau en haltérophilie, quand il fait notamment ses squats, il suffit de regarder les spinaux. Là, on se dit, ils ont quand même un truc en plus que d'autres sportifs n'ont pas. C'est clair. Et alors, c'est le discours que je tiens à mes licences, c'est le discours que je tiens dans toutes les formations. C'est pas en faisant du gainage planche et du bosu que on développe ces muscles-là de cette façon-là. Donc, encore une fois, l'outil de développement, si les haltérophiles ont notamment des muscles posturaux aussi développés et aussi efficaces, c'est par leur activité. Mais ça ne les empêche pas de temps en temps de faire du gainage aussi, hein, mais c'est par leur activité. Et il serait bien qu'on comprenne ça en prépa physique en se disant, peut-être que si je faisais un peu moins de gainage planche et que je faisais un petit peu plus de travail semi-technique, à charge, parce que évidemment ça se fait à charge, ça me permettrait peut-être d'avoir un corps beaucoup plus efficace ou efficient. Et peut-être qu'en termes, j'aime pas ce terme-là, mais c'est à la mode, c'est aussi la prophylaxie. On se posera un petit peu moins la question de la prophylaxie au niveau du tronc parce que ça serait intégré directement, encore une fois, dans l'outil. Mais ça, c'est encore un débat qu'on peut avoir des jours et des jours parce que les interprétations ou les visions des uns et des autres sont un peu différentes. En tout cas, ça, c'est la mienne. C'est-à-dire que voilà, si on est capable, comme je le dis très souvent, si tu es capable de faire un front squat à 200 kg, c'est qu'a priori, au niveau du corps, Tu devrais rester à pas mal de charges tu externes. peux pouvoir résister Carrément. à beaucoup de charges extérieures. Ouais. Voilà. Mais encore faut-il maîtriser le squat, le front, et faire comprendre qu'à un moment donné, le front squat ou le squat back, ça se fait pas en quart de squat. Ça, j'en clair. profite que tu mets en Chercher interview l'amplitude. pour balancer, mais voilà, c'est pas. Voilà. Donc à un moment donné, si on veut de l'efficacité, prenons l'exemple de ce qui se fait, de ce qui se fait bien et des résultats qu'on en a, et en se disant, est-ce que je peux pas prendre une partie de tout ça pour développer athlétiquement mes athlètes. Bon, je le répète, regardons ce qui se fait au niveau anglo-saxon. On s'apercevra que bizarrement, ils utilisent tous l'outil, donc c'est qu'a priori, à moins qu'ils aient tous décidé de se copier dessus, ça peut Ouais. être efficace. Mais surtout qu'ils ont des meilleurs résultats au JO que nous. Donc on ne peut rien dire. Je ne dirai rien. Donc l'haltéro, effectivement, c'est un super moyen. Imaginons que je prépa ou je suis entraîneur dans une discipline, je formais un peu à l'haltéro, j'ai un brevet fédéral où j'étais pratiquant longtemps et je maîtrise. À partir de quel âge je commence à initier mes athlètes à ça? Sur quel type de travail? Et dans quel intérêt? Est-ce que c'est vraiment du court terme, du long terme? Comment est-ce que je me positionne? Alors, du coup, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut concevoir. Alors après, ça dépend quel type d'athlète on va avoir et à quel âge on les a. Mais si on était dans un projet global d'évolution de carrière, mais même sans forcément rentrer dans le haut niveau, mais si on prend des joueurs qui jouent à niveau national en rugby ou autre, qui commencent le rugby ou le foot, je dis rugby, c'est un exemple, ou le judo, mais peu importe, c'est une activité qu'on peut très bien intégrer, je le disais tout à l'heure, dès 7-8 ans. Parce que dès 7-8 ans, il ne faut pas toujours voir l'haltérophilie, mais c'est comme la musculation, c'est un peu le même dogme, puis les mêmes discours qu'on tient, que j'ai l'impression de tenir moi depuis 25 ans, mais qui évoluent encore trop lentement à mon goût. C'est de dire, c'est pas parce qu'on dit haltérophilie ou musculation qu'automatiquement on est sur charge maximale. C'est-à-dire, encore une fois, l'haltérophilie est un outil puissant de développement de la coordination. Donc utilisons
notamment au moins des semi-techniques, ou de la motricité gestuelle altéro de base, s'en charge. Le manche à balai, par exemple, le bâton va très bien. C'est l'outil de base du prof d'altéro. On peut très bien rentrer de la coordination à 7-8 ans au poids de corps, en intégrant encore une fois du travail athlétique à base de circuit training, circuit de développement. Le CrossFit n'a rien inventé là-dessus, j'y reviendrai rapidement après pour me fâcher avec tout le monde. Mais les circuits d'entraînement, composés majoritairement d'éléments de technique gestuelle altéro, sont immensément puissants pour le développement athlétique du gamin et pour sa coordination, encore une fois. Quand on voit, moi je vois en STAPS, mais tu l'as vécu ce que tu es passé par STAPS, quand on voit certains jeunes qui rentrent en STAPS, le niveau de coordination globale qu'ils ont, le niveau de mobilité qu'ils ont, notamment ceux que je récupère des fois en filière entraînement sur l'option altéro, c'est inquiétant quand même. Donc du coup, on peut se dire que si on avait eu ce bagage-là sans charge, je répète bien, dès le plus jeune âge, on se retrouverait avec un niveau de technique global et surtout un niveau de coordination qui serait bien plus abouti que ceux qui n'ont fait que du... Alors, soit sport co, soit sport individuel, mais qui n'ont jamais touché autre chose que ce type d'activité-là. Et donc du coup, pour répondre à la question, c'est de l'intégrer assez tôt et que ça soit le fil rouge. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on saupoudre de temps en temps en se disant tiens, ce qu'on voit des fois en prépa, c'est les autres ils font de l'haltéro, on va faire un cycle de 3 semaines d'haltéro, puis si on y pense, on y reviendra peut-être un jour. Non, c'est un outil qui peut servir à la fois d'échauffement, qui peut servir à la fois de développement athlétique et qui doit rester chez le gamin comme étant un référentiel de base de la coordination. Voilà. Et de la gestuelle globale. Donc du coup, en reprenant ça, on va commencer à 7-8 ans, et puis à partir de 11-13 ans, on peut commencer à charger. Alors c'est pareil, attention, quand je dis charger, Bien sûr. bien mesuré. Encore une fois, mais c'est comme chez le pro à 20 ans, si la technique de base est maîtrisée. Si encore une fois la trajectoire est pas bonne, si le placement du dos est pas bon, si etc. C'est pas respecté, on charge pas. À partir du moment où on a commencé à 7-8 ans, il n'y a aucun problème pour qu'un gamin à 13 ans, il soit coordonné pour maîtriser la gestuelle altéro de manière, sans vouloir devenir un athlète de haut niveau en haltérophilie, mais qui est capable de maîtriser la gestuelle altéro et sur lequel on va pouvoir déjà intégrer du travail de force. Qui dit travail de force, je reviens à mon introduction, dit travail de puissance. Et on va se retrouver avec des gamins qui vont se développer athlétiquement assez rapidement. En tout cas, beaucoup plus rapidement que les autres jeunes, à qui, je reviens là-dessus, j'en remets une petite, à qui on fait faire du bosu et puis de la planche parce qu'on estime que c'est ça l'outil de développement athlétique. Non, ça, c'est pas l'outil de développement athlétique. Voilà. Donc si on pouvait faire une étude, il suffirait de prendre un groupe de jeunes de 13 ans qui maîtrisent l'outil depuis 7-8 ans, et puis d'autres à qui on a fait faire de la prépa physique, et j'appelle ça moi traditionnelle, sur lesquels on est plutôt très timoré, voire pas du tout présent, et on s'apercevrait que quand même des grosses différences. Moi j'aime bien comparer aussi notre manière occidentale d'entraîner avec les pays de l'Est, les Azéris, les Russes, les Ukrainiens, les Géorgiens. Les mecs qui coupent du bois à 8 ans, ils transportent du bois, ça fait des sacrées charges. Et par contre, quand tu les vois combattre, c'est des ours. On te dit, putain, ils sont puissants ces mecs-là. Non, ils ont une culture, pareil, de la force et du travail manuel qui fait qu'on n'a pas du tout la même base en fait. Et donc nos athlètes qui, en plus on le sait avec les jeunes, la sédentarité, courent de moins en moins, vont moins dans les parcs, font moins de coordination naturellement, sont plus assis. On ne peut pas leur demander la même performance à 15 ans que ces mecs-là qui vivent dehors, quoi. Et on ne peut pas rattraper à 20 ans le bagage athlétique que d'autres ont eu depuis 10 ans en 2 ou 3 ans. Exactement. Sachant que, notamment en plus parce qu'on ne le maîtrise pas souvent suffisamment et que du coup la pente d'acquisition technique elle n'est pas bonne et que des fois elle est même rédhibitoire pour le développement, mais tout repose sur ces problématiques-là. Je ne sais pas si la vidéo on va le voir, vous avez une corde derrière là, vous voyez, ça c'est le meilleur outil au monde. Ça dans les écoles ça a disparu. Moi je suis de la vieille génération, quand j'étais en primaire on montait à la corde toutes les semaines. Voilà, donc ça si on faisait monter à la corde les gamins toutes les semaines, on s'apercevrait qu'on parlait du corps et du travail athlétique. En termes de motricité c'est un outil fondamental, mais c'est pareil, je disais la sédentarité, alors parce qu'évidemment il y a toujours un risque, il y en a un qui mais avec un tapis en par dessous. terre, mais il y a les tapis, enfin bref, on a inventé assez de choses pour Bien sûr. je te rassure, nous on montait pas sur les tapis, c'était de la terre, on n'est pas mort. Non, moi j'ai fait aussi mais sur le pôle France en judo, on l'utilisait à chaque fin d'entraînement, tu avais X montées de corde à faire. Alors tu parlais des Géorgiens, notamment dans les sports de combat, mais c'est vrai dans les sports co. Si je prends l'exemple, on est dans une terre de rugby ici à l'ASM, on a un Géorgien qui est en équipe première à l'ASM, le meilleur en haltéro, alors, et de loin, mais parce que dans sa culture de pratique, que tu le disais,
il a fait de l'haltéro. Et puis il a fait de l'haltéro avec développement de force. Donc on se retrouve avec des individus qui, oui, alors évidemment, c'est le seul qui fait 200 kilos au squat. Mais est-ce que c'est parce qu'il est plus fort que tous les autres, ou est-ce que c'est justement parce qu'il a une culture de l'activité? Voilà, la réponse, elle est simple à trouver. De mon temps, ça a un peu passé de mode, ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on disait fort comme un Turc. Je sais pas, tout le monde a entendu ça, notamment dans l'haltérophilie. Bon, alors pour des raisons diverses et variées, il peut y avoir d'autres paramètres, chimiques ou autres, mais bon, peu importe. Mais il n'empêche que depuis que tu es gamin, ta culture, c'est comme les Chinois actuellement. Pourquoi les Chinois sont au-dessus du monde, notamment dans les catégories moyennes en haltéro? Parce qu'ils ne commencent pas l'haltérophilie à 15 ans. Voilà, ça 3 ans. Bon, voilà, ils ont des centres d'entraînement. Alors après, on pourrait dire que c'est le goulag, peut-être, mais il n'empêche que ceux qui sortent, et pas que ceux qui sortent, parce que même le 15e là-bas, il pourrait faire les championnats du monde, sont au-dessus du lot. Bon, voilà, c'est un problème culturel. Alors c'est aussi un problème de moyens, parce que même dans les lycées où maintenant on enseigne la musculation, trouver des enseignants qui maîtrisent l'haltérophilie. Déjà, la musculation, ça peut être compliqué. L'haltérophilie, c'est encore plus rare. Même si certains, je prends l'exemple de mon ami David Chebrou, que je salue, CTR d'haltéro de la Ligora, intervient auprès des profs de PS pour les former ou les initier en haltérophilie. Mais ça devrait être, là aussi, de sédentarité, ça pourrait être un bagage que le prof de PS maîtrise et qui devrait presque être, comme la course à pied, qui devrait être presque obligatoire. Surtout que l'haltéro, c'est un des sports, tu me dis si je me trompe, qui développe le plus les muscles extenseurs parmi tous les sports qui existent. Et on sait que la plupart des problèmes posturaux viennent de ce manque de muscles extenseurs. Donc, pourquoi ne pas en faire dès la maternelle? Alors, tu sais, on revenait, alors justement, notamment ce que je l'enseignais ici, on avait une discipline, une matière qu'on appelait l'EPG à l'époque à Clermont-Ferrand, qui s'appelait l'éducation physique généralisée, qui était en fait, j'en ferai un petit peu de crossfit en travers en même temps, qui en fait émane de la méthode Hébert. La méthode Hébert, c'est ni plus ni moins que des circuits d'entraînement à base de, alors j'ai oublié mes cours de méthode Hébert, mais à base de 8 ou 9 familles, il y en a 10 je crois, si je ne me trompe pas au crossfit. C'est les mêmes familles qu'on retrouve au CrossFit, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Reebok derrière, il n'y avait pas des barres d'haltéro avec des poids de couleur, donc c'était pas médiatisé. Et puis on voyait, mais l'essence même de ce développement athlétique a permis justement à une population, et c'était la même genèse, c'était de se dire, au niveau du corps, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, voilà, sans parler ni de culturisme, ni d'hypertrophie, etc. C'est de dire, voilà, je suis en mesure de me sortir de n'importe quel type de situation, du grimper, du courir, du nager, du sauter, etc. Et c'est ce qu'on a perdu. Et donc, à l'UFR, il y a encore quelques années, on le faisait plus sur un aspect gymnique, parce qu'on l'organisait par rapport à des agrès de gym, mais on était sur quelque chose de semblable. Ok. On voit des athlètes qui sont blessés, par exemple, à l'épaule, et quand on analyse un petit peu, on voit que le physio et le prépa, ils vont s'acharner sur l'épaule, les rotateurs externes, etc. Problème de coiffe, enfin, on entend un peu tout. Et en fait, souvent, ça peut venir d'un problème de lombaire ou d'abdominaux qui sont un peu trop faibles et ça donne des compensations qui se répercutent sur l'épaule. On le voit aussi sur le genou, sur la cheville, avec des instabilités de bassin, etc. Chose qu'on travaille inconsciemment, on va dire, en haltéro. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, des réflexes qui sont mis en avant ou inhibés grâce à l'haltéro? Par exemple, les réflexes proprioceptifs ou d'inhibition réciproque, etc. Alors, déjà, pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, alors là, je parle d'expérience. Il y a certainement des publications que je ne peux pas citer ici, parce que je n'ai pas fait une revue de littérature, mais et là, je parle à la fois des athlètes ou des étudiants en STAPS que j'ai, ça va même jusqu'aux footballeurs pro qu'on a à Clermont-Ferrand. La majorité des pathologies de l'épaule, je répète, c'est un constat que moi je fais, viennent notamment d'un décalage au niveau du bassin. Ce décalage au niveau du bassin venant du fait qu'on est toujours plus ou moins aligné, parce qu'on a souvent un côté plus court que l'autre. Le problème, c'est que, comme tu le dis, on va s'occuper de l'épaule une fois que le problème est arrivé. Alors, certes, il y a certains sportifs qui ont la chance d'aller voir des orthos pour avoir des semelles, etc. Mais c'est pareil, au niveau des semelles, on est souvent très timoré. Moi, j'ai vu des athlètes avoir un décalage au niveau de la hanche de 1,5 cm entre la gauche et la droite. Alors on met des semelles, mais c'est pas en mettant une semelle ortho de 3 mm que ça compense le décalage du bassin. Et le problème, c'est que, notamment les Osgood, je me suis aperçu de ça, c'est que la plupart des gens qui ont des Osgood pendant leur phase de croissance, c'est déjà des gens qui sont décalés au départ. Donc ce décalage-là va, comme tu le dis, jouer sur le bassin, sur l'équilibre du bassin, qui va jouer sur l'équilibre de la colonne vertébrale et qui va jouer sur l'équilibre des épaules. Ce qui fait que quelqu'un qui est décalé en bas
en gros, il est décalé en haut. Et du coup, quand il a X années de pratique, X répétitions de gestes, on est sur, encore une fois, une histoire de trajectoire et de contrainte, fait que l'épaule n'est pas sur la bonne contrainte et que malheureusement, on va essayer de traiter le problème une fois qu'il est présent, alors que peut-être on aurait pu s'occuper de ça. Alors du coup, pour revenir, si on reprend encore une fois mon outil haltéro, cet outil haltéro-là, notamment, alors je reprends pour des sports qui ont un ratio de force membre sup membre inf qui souvent est très décalé, c'est-à-dire que assez de force dans membre inf et pas assez de force dans le membre supérieur. L'outil haltéro permet de combler ça, c'est-à-dire que j'ai encore une fois à la fois des contraintes membre inf, mais aussi des contraintes membre sup. J'ai pas besoin d'aller faire de la muscu pour la muscu. L'outil haltéro est assez complet pour me permettre, avec une barre, comme je leur dis souvent à mes étudiants, avec une barre et 2 disques, vous pouvez travailler. Le répertoire gestuel est assez complexe et assez complet pour pouvoir travailler tout le haut du corps et pouvoir justement résorber une partie des problématiques d'épaule qui, une fois que l'épaule elle est en vrac, c'est déjà trop tard. Donc on peut, je répète, il n'y a pas d'études là-dessus non plus, mais on peut supposer que on peut prendre l'exemple, on reprend l'exemple de l'haltérophilie à haut niveau. L'incidence des blessures à haut niveau en haltérophilie, ou en haltérophilie de manière générale, notamment sur les épaules, il n'y a quasiment pas. Ouais. Pourtant, les contraintes, elles sont quand même assez élevées. Ouais. Donc, on pourrait se dire, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si cet outil-là démontre que même sur des charges maximales, alors il y en a toujours un très très haut niveau, quand ils sont sur un max et qu'ils se loupent, le coude, l'épaule, ça peut arriver, mais proportionnellement au nombre de barres qui sont tirées et au nombre d'athlètes dans un plateau, on est quand même sur un pourcentage très faible. Sur une incidence de blessure très très faible en haltéro. Donc on pourrait se dire que si à très haut niveau, sur des charges très très lourdes, on ne va pas à la blessure. Si on maîtrise l'outil chez les plus jeunes, ça pourrait peut-être permettre de résorber ou de limiter une partie des pathologies, notamment de l'épaule, mais pas que de l'épaule, de dos. On reprend le corps pour le coup, mais de limiter une partie de ces contraintes-là et de ces blessures-là, qui, une fois qu'elles sont présentes, même si on va agir dessus, une luxation de l'épaule, même si tu vas agir dessus, c'est trop tard déjà. C'est trop tard. Structurellement, judo, quand tu te l'es fait une fois, 2 fois, 3 fois, tu as l'épaule dans le sac, c'est terminé. C'est du vécu. Oui, mais c'est pour ça que je donne l'exemple, parce que pour le judo, c'est quand même... voilà. Et si justement ces épaules-là avaient été stabilisées, pas que par l'activité elle-même, notamment chez les judokas, parce que vous êtes quand même très 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 décalé. Très latéralisé, faire un test de traction, vous comprenez tout de suite de quel sport vous venez, parce que vous avez une garde qui est spécifique, mais il n'y a pas que chez vous, c'est dans d'autres sports aussi. Mais voilà, l'haltérophilie permettrait de combler cette problématique de l'activité et de, encore une fois, de préserver, on va reprendre la prophylaxie pour le coup, mais de préserver l'épaule déficitaire et d'éviter que, à un âge donné, des fois assez jeune, on se retrouve avec une épaule qui soit blessée, qu'on puisse des fois pas réparer correctement, et qui mette fin à la carrière de l'athlète, quoi. C'est embêtant. Effectivement, il est plus difficile de récupérer un déséquilibre a posteriori qu'en amont. Donc, est-ce que l'haltéro, ou la musculation, ne doit pas être un prérequis, par exemple, pour rentrer sur des structures d'accession de haut niveau, par exemple des pôles espoirs dans tous les sports? Bon, alors, ton avis? Alors, mon avis, il est simple. Je m'en doute, mais... Oui, Alors après, on revient toujours à la même problématique, c'est comme on n'a personne pour l'enseigner correctement et que c'est pas fait, tout le monde se dit on ne peut pas intégrer de l'haltéro dans les prérequis, dans les critères. Je donnerai un exemple, pas vécu, mais que je connais puisque c'est un très bon ami à moi. Dans la fédération de bobsleigh, pour entrer au bob, il y a toujours des barèmes d'exigence, notamment sur l'épaulé. Ou si donc il y a une cotation, donc il y a du pentabond, il y a donc l'haltérophilie notamment, on reviendra aussi éventuellement sur la plio, le travail athlétique, mais il y a des cotations, donc on pourrait se dire pourquoi on ne pourrait pas avoir des cotations dans d'autres types de sports. On prend l'exemple du judo, on prend l'exemple du rugby, mais évidemment il faudrait que, ça veut dire que dans les centres de formation initiaux, dans les clubs au niveau, alors d'un niveau évidemment suffisamment de bon niveau, on est évidemment une formation académique qui permette d'agréger l'haltéro sur la prépa physique. C'est pas encore fait. Alors on essaie de le faire. Petite anecdote ou pas. À l'époque, je sais que l'équipe de France de rugby à 7 s'était agrégé les services d'un prof de la Fédé de l'haltéro. Parce qu'ils avaient bien compris l'intérêt de... Donc pourquoi on peut pas le faire et pourquoi c'est pas fait au niveau global? Il y a une maison mère qui s'appelle la FFHM. C'est elle qui est maître d'œuvre de l'haltérophilie. Il suffit de demander au cadre technique et puis de monter des partenariats pour qu'on puisse former les prépas physiques. Mais je répète, ça c'est chacun a son précaré, chacun a son... Voilà, on ne veut pas trop aller... Pas faire d'ombre. Pas faire d'ombre ou pas
par peur de ne pas maîtriser l'outil, pas se faire piquer la place. Bien sûr. On en parlait aussi tout à l'heure, et je répète, c'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, puisque tout le monde en fait, donc du coup, on se pose plus la question de savoir si tout le monde maîtrise l'outil, ça reste... mais on peut aller plus loin, hein. Tant qu'on est parti là-dessus, je leur dis souvent aussi à mes jeunes, je dis, vous savez, on est dans des sports co, personne, puisqu'on est dans le temple ici aujourd'hui de l'athlète, à Clermont, dans les sports co, qui fait appel à des spécialistes de la course à pied, du sprint, j'entends, pour le travail de pose de pied. On est sur du travail athlétique. La course à pied, ça se travaille, ça s'apprend, il y a une technique particulière. Bon, dans plein de sports co, même à haut niveau, le travail de pied n'est jamais envisagé. Parce qu'encore une fois, c'est pareil. Quand les mecs ne connaissent pas l'outil, ils n'utilisent pas l'outil. Donc moi, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est d'une telle évidence que ça devrait être fait par tout le monde. Mais en fait, on se rend compte que sur le terrain, si on faisait des audits, c'est pas fait, même à 50%, c'est pas fait. Peut-être même plus que ça. Ouais, je dis 50 largement. en étant gentil parce que c'est la nouvelle mode. Mais voilà. Et par contre, c'est là que je dis, les vrais entraîneurs intelligents ou les prépas physiques intelligents, quand ils maîtrisent pas l'outil, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils s'entourent. Oui, de bons. En tout cas de personnes qui peuvent leur apporter techniciens. Les éléments techniques qu'eux ne maîtrisent pas. C'est ça la vraie philosophie de la prépa physique. On ne peut pas tout le temps tout maîtriser. Moi, si je devais faire du travail de pied, il n'est pas là aujourd'hui, Jérémy, là, mais je dirais à Jérémy, tiens, viens leur faire le travail de pied, moi je ferai l'haltéro, je ferai le reste. Mais voilà, chacun sa spécialité. Voilà. Ouais. Et même si on peut avoir un bagage global, à un moment donné, si on veut toucher du haut niveau et maîtriser tous les outils, il faut essayer d'amener... et puis on ne peut pas tout le temps tout gérer. Donc voilà. Moi, je pars du principe aussi qu'en tant qu'entraîneur, qu'on soit prépa ou entraîneur en spé, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, si on met notre ego un peu de côté, on va aller s'entourer et on va performer et faire performer nos athlètes. Surtout, c'est ça qui est important. Alors que si on se dit non, mais moi, ma méthode suffit, on va se manger des murs. C'est obligatoire. Mais c'est tout. On peut regarder tous les résultats de n'importe quel sport, n'importe quel niveau, même en Fédéral 3. Les mecs qui réussissent le mieux, c'est des mecs qui savent s'entourer. Point. Il n'y a pas d'autre chose. Et ça, c'est, comme tu dis, c'est un problème d'ego, c'est un problème puis c'est un problème culturel aussi. Bon, quand j'ai rien contre mes amis kinés, hein, mais bon, quand on voit, j'aime montrer une des vidéos qui est pas si vieille que ça, hein, qui doit être de l'avant-dernier ou dernier championnat d'Europe de foot, où c'est le kiné qui fait la séance de musculation. Bon, là, c'est pareil. La fameuse vidéo qu'on a tous la fameuse vue, vidéo. Et encore, il y a des bouts que j'ai coupés, on pourrait en parler aussi 1h30, mais tu te dis, on est au plus haut niveau de pratique et on voit encore ça. Alors, comme je dis, c'est eux qui ont raison parce qu'ils sont champions du monde, ou vice-champions du monde maintenant. Donc, ils ont raison, c'est moi qui ai tort. Sauf que, voilà, c'est des choses qui ne sont pas cohérentes. On ne peut pas, à haut niveau, retrouver des aberrations comme ça. Donc, du coup, si on prenait les bons, entre guillemets, ou en tout cas des spécialistes dans chaque domaine, chacun fait son boulot et chacun amène ce qu'il peut. Et je répète, c'est ce qu'on trouve au niveau anglo-saxon. On va retrouver des spécialistes dans chaque domaine. Et puis on le voit, par exemple, pour reprendre l'exemple du football, une incidence de blessure qui est énorme sur beaucoup des muscles extenseurs, ischio, dos. Pourtant, la charge et les contraintes externes ne sont pas si énormes que ça par rapport à du rugby. Est-ce que l'haltéro ne devrait pas justement aider ce genre de choses ? Alors après, je comprends la complexité des sports co, pour y avoir été aussi. C'est évidemment intégrer une charge d'entraînement spécifique en haltéro dans le cadre du sport de haut niveau, avec la charge de travail qu'ils ont spécifique, le nombre de matchs, etc., c'est compliqué. Mais c'est toujours pareil. C'est que comme c'est pas fait avant... En centre de formation. Notamment. Oui. On en a des exemples ici. Je pourrais, pareil, t'en parler 1h30 de ça. C'est des discussions que j'ai eues avec un élève qui part aux États-Unis bientôt. Là. Bref. Comme il n'y a pas de bagage antérieur, pendant toute la formation académique et puis pendant le travail en centre de formation, c'est plus chez les pros qu'il faut le faire. On n'a plus le temps de le faire chez les pros. Et c'est ce qui peut expliquer les centaines de vidéos qu'on peut voir à haut niveau, où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors, voilà, le prépa physique de base, il va te dire, non, mais c'est que c'est intégré. Non, c'est intégré que dalle. C'est de la merde en barre, je vous le dis. Tant qu'on en profite, je suis en podcast. Donc, vous pourrez couper à la vidéo si vous voulez. Mais voilà, en fait, on fait quoi aujourd'hui ? On va faire muscu. Mais on fait quoi ? On va faire muscu. Tu prends un Bosu, tu prends un Swiss Ball, tu fais 2-3 trucs et puis on appellera ça de la... Non, c'est pas... voilà. Mais encore une fois, parce que ça reste culturel. Parce qu'on se dit, les mecs, ils ont une grosse charge de travail, on va pas les surcharger. Mais dans ce cas-là, moi, c'est mon discours. Et c'est ce que je fais. Prenez-les par la main, emmenez-les boire un café dans le bistrot d'en face. Et les mecs, ils seront aussi bien, ils auront récupéré de la même façon et ils seront certainement plus zen. De toute façon, ce que vous faites, ça sert à rien. Voilà, je le dis comme je le pense. Donc... c'est un problème de bagage de départ et de culture de départ. Si dès le centre de formation, et même avant, je reprends l'exemple du rugby à 7-8 ans, on avait cette culture-là de les emmener sur cet outil-là,
on arriverait avec des gamins à 16 ans qui sont plus que des grossis, qui sont même déjà, je parle même pas en force, je parle bien d'un niveau technique, qui sont largement débrouillés. Donc du coup, on pourrait se permettre derrière d'aller acquérir de la qualité physique. Et pour revenir à mes pathologies de dos, de genoux, etc., est-ce que les haltéros souffrent du dos? Alors, on va toujours en trouver un qui aura mal au dos. Est-ce que les haltéros souffrent des genoux? On va toujours en trouver un qui souffre du genou. Mais globalement, par rapport à la charge de travail qu'ils se mettent dans la semaine, au nombre de fois ils font du squat dans la semaine. Parce qu'on ne se rend pas compte du volume Et du d'entraînement. volume d'entraînement, parce que souvent on se dit, ouais, ils font 3 barres, ils rentrent. Non, Non. Il y a C'est 25 il y a dans les petits clubs, oui, mais chez les pros, les charges de travail sont monumentales. Est-ce qu'ils sont plus blessés que les autres? A priori, non. Donc, il y a peut-être un moyen de se dire, si j'en prends un bout de ça et que je l'intègre assez tôt, peut-être que ça peut me servir plus tard pour que mes athlètes soient justement... et que j'ai pas, c'est le même principe que l'épaule, que j'ai pas à agir chez l'ostéo ou le kiné sur le dos, sur le genou, etc. Parce que j'ai déjà préservé la majorité de tout ça. Je termine là-dessus, c'est pareil, des slogans que je leur lance souvent. Enfin, c'est pas des slogans. Comme je suis un des vieux de la prépa physique, parce que c'est pas si vieux que ça en France, je leur dis souvent, vous savez, l'équipe de France de foot, il y a 30 ans, sa préparation physique, c'était pas compliqué, c'était 10 bornes tous les jours. Voilà, la prépa physique, c'était... On ne voyait que le spectre de l'aérobie. Mais on n'en est pas encore très très loin. C'est-à-dire que ça a changé. Alors on va me dire, ah non, c'est plus... Non, d'accord, ok. Mais je répète, il suffit de voir ce qu'on voit. Ça n'a pas trop changé. Et ça n'a pas trop changé. Enfin, à mes yeux, ça n'a pas assez changé. Et donc du coup... C'est sûr que si on rentre sur cette philosophie-là de dire, bon, mais il suffit d'emmener les mecs courir, faire un peu de sprint, un peu parce que, voilà, on va prendre les échelles de rythme. Super, les échelles de rythme. C'est bien quand vous avez 7-8 ans. À un moment donné, on va peut-être passer à autre chose. Mais comment on sait faire que ça? On fait l'échelle de rythme jusqu'à l'âge adulte et puis on se dit, on a fait du Bosu, on va garder le... Vous voyez, et on en est toujours assez... Et donc, on n'arrive pas à sortir de ce schéma-là et à se dire à quoi ça sert? À quoi ça vous sert? Est-ce qu'avec ça, vous optimisez un paramètre? On n'en sait rien parce qu'on fait ce qu'on appelle le COMDAB. Et c'est ce qui tue un peu le métier, indirectement. On parlait tout à l'heure des salaires des prépas physiques. Si c'est pour faire de l'échelle de corde et du Bosu, tu prends un BP APT, il sait faire de l'échelle de corde et un BP. Tu le payes 1500 balles et ça suffira. Voilà. Et surtout on prend l'exemple de l'échelle de rythme. Même l'échelle de rythme, en fait, c'est un outil qui peut être très très puissant, mais personne ne sait vraiment l'utiliser. Déjà. Donc c'est toujours la même chose. Le Bosu pareil, un Swiss Ball pareil. Je vais être méchant, j'aime bien ces slogans-là, mais moi ça me fait marrer. Donc puis j'ai aucun problème vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'on les a mis jaune fluo, parce qu'au moins, comme on ne sait pas s'en servir, au moins ça fait joli sur le sol. Et puis c'est comme les élastiques. Tout le monde te dit, les élastiques. Bah oui, je dis oui. Sauf que moi, les élastiques, je m'en servais, ça s'appelait des chambres à air à l'époque. Ouais. Et que si maintenant, dans ce commerce à Decathlon notamment, excusez-moi, j'ai fait de la pub, mais on mettait des chambres à air, vous verriez que les élastiques, on en vendrait beaucoup moins et qu'on s'en servirait beaucoup moins. Donc c'est pas, en fait, l'outil, on ne sait pas trop, mais comme les autres le font et qu'en plus, c'est design, c'est classe, c'est fluo, on va l'utiliser. Bah oui, l'autre, il l'a utilisé, moi je l'utilise aussi. Tu sais à quoi ça sert? Bon, voilà. Donc pour revenir notamment à l'échelle de rythme, il y a des choses qu'on peut faire avec l'haltérophilie. Tu vois, c'est ce que j'explique à mes jeunes. Là, notamment, tu parlais de l'épaule décalée, mais les hanches décalées chez les sportifs en athlète notamment, parce qu'on peut avoir toujours on a un pied d'appui, un pied d'appel qui est toujours le même, et à force de répéter, on peut créer des schémas moteurs qui vont perturber le bassin. Faire du jeté-fente en pied alterné, faire des fentes alternées sur un jeté-fente, ça c'est immensément puissant. C'est bien plus puissant, pour le coup, et en termes de coordination et en termes d'appui, que l'échelle de rythme. Encore faut-il savoir faire un jeté-fente. Et en plus, l'alterner. Mais c'est pareil, un gamin qui a fait ça jeune, il n'a aucun problème pour l'intégrer dans sa routine d'entraînement après. Et je répète, l'intégrer avec charge, pas juste avec une barre vide. Donc, bon. Et ça, c'est culturel. Voilà. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, oui, on peut prendre dans ce répertoire gestuel des outils immensément puissants qui vont à la fois résorber, ou en tout cas limiter les contraintes ou les problèmes posturaux, dos, extenseur. L'haltéro, c'est quand même ce qu'il y a presque de plus proche que de la motricité basique humaine. Ouais. Je peux pas. Le sauter courir, c'est dans nos gènes. Voilà. Donc, il suffit de le réintégrer sur de la gestuelle spécifique. Bon. Et est-ce que tu peux nous parler de la triple extension? Expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas et l'utilité dans tous les sports. Alors, je peux reprendre par l'introduction. La triple extension, c'est quoi? Et que moi, en haltérophilie, je traduis par la triple extension au niveau membre supérieur. C'est la même logique. C'est ce qu'on appelle en biomécanique une séquence proximo-distale. On part de l'articulation du haut pour aller sur l'articulation du bas. Donc quand vous êtes accroupi, vous voulez faire un saut, qu'est-ce qui se passe?
j'essaie de faire ça de manière très simple, mais je pense que tout le monde comprendra. Vous allez avoir une triple extension qui commence par l'extension d'abord de l'articulation de la hanche, puis celle du genou, puis vous terminez par l'extension de la pointe de pied, de cheville, qui va vous permettre de finaliser l'accélération. Et c'est ce qui va vous permettre soit d'avoir une certaine hauteur de saut dans le cadre d'une détente verticale, soit, pour un bondissement en avant, une certaine quantité d'énergie qui vous permettra de vous propulser vers l'avant. Donc, tous les sports ont besoin à un moment donné soit d'une propulsion vers l'avant, déplacement antérieur, horizontal, soit dans la grande majorité des cas aussi, dans plein de situations, on a besoin d'une certaine extension, ce qu'on appellera la détente verticale, qui est corrélée à la qualité de la triple extension. Donc l'haltérophilie, c'est par définition l'outil de développement optimal de cette triple extension. Donc si je suis capable, on va prendre l'exemple de... Je vais prendre un gros, parce que des fois les gens ils ont du mal à un petit peu intégrer ça. Quand je dis gros, c'est pas péjoratif. Si vous prenez le champion du monde des lourds actuel, Talakadze en haltérophilie, qui pèse aux environs, je pense quand il est au régime, il doit peser 170 kg. Il a un arraché à 224 kg, 223-224 kg. Il est capable de hisser la barre du sol jusqu'au-dessus de sa tête en un seul temps, en moins d'une seconde. Donc ça, c'est permis par la triple extension. Donc vous imaginez bien que ce mec-là, si je lui enlève les 226 kg et que je lui demande, même s'il pèse 170 kg, il s'envole. De faire une détente verticale, il va s'envoler. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'haltérophilie, c'est un sport de développement majeur, voire fondamental de la puissance. Donc, toute action d'acquisition de force par l'intermédiaire de l'haltérophilie va se retranscrire sur tout ce qui va être cette triple extension. Et je répète, que ce soit en termes de vitesse de sprint sur de la vitesse horizontale ou sur de la vitesse verticale. On pourrait faire le test ici, j'en ai pas malheureusement d'athlète de haut niveau en haltéro sur Clermont-Ferrand, mais si on prend un athlète de haut niveau en équipe de France haltéro et si on prend en équipe de France de 100 mètres sprint, même gabarit, et qu'on leur demande de faire un départ sur 10 mètres... Ça se tient. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors qu'on en a un qui n'est pas spécialiste de la course. D'accord. Et par contre, si on leur demande de faire un test de détente verticale, il est probable, je répète bien, à rapport taille-poids identique, il est probable que l'haltéro saute plus haut. Ouais. Donc, encore une fois, là, c'est pareil, c'est juste pour le coup, alors il y a des études qui le montrent ça, il suffit de refaire de la littérature, mais il suffit de faire des tests, on prend notre jump et on regarde. Si on se dit, un mec qui ne fait pas spécialement du travail de détente verticale, ou qui ne fait pas spécialement de vitesse de sprint, qui, juste par son activité, arrive à faire bien, voire des fois mieux, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'outil pour aller sur ce que moi j'ai besoin d'avoir avec mes athlètes ? Bon. Encore une fois, quand je le dis comme ça, je trouve que c'est simple. Mais... Ça l'est. Mais ouais, ou alors c'est trop simple pour le coup, parce que les gens aiment bien maintenant, je répète, les élastiques fluo. Donc comme c'est trop simple, c'est pas toujours fait. Voilà. Donc je pense que ceux qui ont touché une fois du doigt ça, et qui se sont rendus compte de la puissance de l'outil, se disent on peut pas passer à travers ça. Mais encore une fois, en France, c'est une culture différente. On a une culture différente parce que la plupart des gens qui intègrent le milieu de la prépa physique n'utilisent pas l'outil et ne sont pas convaincus. Mais parce qu'encore une fois, peut-être par peur, et je répète, c'est chacun, on ne peut pas être performant partout, mais parce que cet outil-là, ce n'est pas un outil qui est suffisamment développé. Et là, je n'ai pas répondu tout à fait à la question. J'allais dire oui et non. Merci au CrossFit en fait d'avoir revitalisé l'haltérophilie, mais pour autant, techniquement, c'est dégueulasse. On s'aperçoit que voilà, j'irai pas là-dessus parce que sinon je vais me fâcher avec tous mes potes crossfitters. Mais c'est pareil, quand on veut faire tout à fond tout le temps, à un moment donné, on va pas faire bien. Ouais, voilà. Mais c'est de dire, ça aurait pu donner une idée au prépa physique de se dire, comme c'est un outil quand même puissant de développement athlétique, et ça c'est un outil puissant de développement athlétique, qui est d'ailleurs intègre l'haltérophilie, mais voilà, il y a des choses à apprendre. Mais encore une fois, quand on maîtrise pas l'outil, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, si on ne maîtrise pas à minima l'outil, mais que ce soit sur la gym et sur l'haltéro, on va se retrouver avec des choses des fois. Là, l'incidence ou le taux d'incidence des blessures en crossfit, il n'est pas le même qu'en haltérophilie. On n'est pas du tout sur le même taux. Bon, pour d'autres raisons, mais en particulier techniques, qui font que peut-être que des fois, la maîtrise de l'outil, elle n'est pas suffisamment acquise pour aller, encore une fois, y agréger de la qualité physique. Si on met de la force max, encore une fois, sur un mouvement qui n'est pas maîtrisé, on risque la blessure. Mais malgré tout, voilà, et on aurait pu se dire, les prépas physiques, en voyant ça, ils vont se dire, je vais... Et en fait,
pas plus que ça. Même depuis que le CrossFit a explosé en France, on a plus de pratiquants de CrossFit, on a plus de compétiteurs de CrossFit. Est-ce que pour autant, en prépa physique, alors on va des fois appeler ça le CrossFit, et notamment, je répète, moi je reste sur ma partie haltéro. La partie haltéro, elle est inexistante. Si, alors on va vous faire un peu de soulevé de terre, Ouais. on va vous faire un peu d'espèce D'épaulé, de mais tirage pas qui plus. ressemble encore à d'épaulé. Ouais. Ouais. En gros, on va tirer sur une barre. Mais, voilà, histoire de dire, c'est un peu comme la muscu. Tout à l'heure, je disais, on fait de la musculation. Oui, appelons les choses. Voilà, la musculation, ça a un sens, c'est un outil. L'haltérophilie aussi. Donc, il faudrait être capable de maîtriser l'outil. Donc, bon, voilà. Et justement, sur l'haltéro, donc, dans tous les sports, on a une triade un petit peu qu'on entend, c'est vitesse, force, endurance. Et on peut placer les sports à certains points de ce graphique. Là, ouais. Voilà. L'haltéro, on a souvent tendance à penser que c'est la force maximale. Est-ce que tu es d'accord ou c'est vraiment l'accélération maximale? Alors, en fait, j'allais dire, c'est presque la vitesse au départ avant la force. Parce que, notamment, si on prend l'exemple de l'acquisition gestuelle, la coordination chez l'enfant, jeune, on ne va pas travailler sur un paramètre de force. On va d'abord travailler sur un paramètre de coordination. Donc, on est sur la vitesse d'exécution. Et en fait, tout passe d'abord par la vitesse d'exécution. Et la vitesse d'exécution passe par la trajectoire. Donc, si je maîtrise ma technique, je peux, pour le coup, accélérer. Et derrière, éventuellement, si je suis capable d'accélérer, je vais pouvoir y mettre de la charge. Et si je peux mettre de la charge avec l'accélération, eh ben, encore une fois, on revient sur mon gros l'achat. Il est capable de, je ne l'ai pas sa stat, mais on peut peut-être supposer qu'il est capable de faire une détente verticale à 80 cm. C'est fort probable. En pesant 170 kg. Ce qui, comme ça, quand on pose le truc, on se dit... Sur le papier, ça paraît pas faisable. À part les dragsters, personne ne produit plus de puissance que lui. Non, mais, voilà, c'est vrai, intrinsèquement, quand il sur le départ de sa barre, on n'est pas sur 400 watts de vélo, là, on est sur beaucoup plus. Hein. C'est x10. Hein. Donc, voilà. Donc c'est de se dire, voilà, est-ce qu'à un moment donné... mais voilà, on peut très bien. Il ne faut pas voir l'haltérophilie comme étant forcément les compétiteurs font de la force max. C'est la discipline, c'est évalué comme ça. On peut utiliser l'haltérophilie d'abord dans un spectre vitesse, puis progressivement sur un développement de charge, mais encore une fois, pas forcément obligatoirement sur du max. Mais dans tous les cas, n'importe quelle acquisition, même partielle, de force max sur ces gestuels-là, améliorera la puissance. Et une petite question, toujours sur le développement de la puissance. Moi, on me disait quand j'étais en cours à la fac que essayer de rendre, vas-y, rendre rapide un cheval de trait, on n'en fera jamais un cheval de course. C'est-à-dire, si je veux augmenter la puissance, il faut que j'aille chercher vraiment la force. Alors, moi, ou est-ce que la vitesse, tu as compris mon introduction, je t'ai dit, il n'y a rien d'autre que la force. En fait, la vitesse, c'est... Alors, les athlètes, on a un potentiel de développement de la vitesse. Mais comme tu le dis... c'est 10% de ce qu'on a pour la force. Alors, tout dépend encore une fois des acquisitions. Alors ça, c'est très génétique pour moi. Et puis c'est aussi très c'est culturel. Et c'est pour ça que l'outil haltéro est puissant encore une fois sur cet aspect vitesse. C'est-à-dire que si je suis capable de mettre de l'accélération sur une barre, je serai aussi capable d'en mettre une dans ma motricité de tous les jours. D'accord ? Ce qui n'est pas forcément vrai à l'inverse. Donc l'idée, c'est de se dire, ça aussi, c'est des choses qu'il faut travailler très jeune. Si on commence à travailler la logique de vitesse une fois qu'on a 15-16 ans, c'est déjà fini. Un tracteur, ça reste un tracteur. C'est comme ça. Par contre, il y a un truc dont on est sûr qu'on peut avoir une acquisition, notamment assez rapide, puis des fois assez importante, c'est la force. Donc du coup, même si je suis pas, parce que j'ai pas les outils ou parce que l'athlète sur lequel je suis a pas des qualités de vitesse très importantes, alors je vais redonner un exemple à tout le monde pour les non spécialistes, mais je peux pas faire plus simple que ça comme exemple. Vous commencez la musculation, votre maxi au développé couché. Un mouvement simple, c'est le plus pratiqué, même par les judokas. Surtout. C'est les concours de fin de séance. Mon maxi au développé couché, c'est 50 kg. Bon, si c'est mon 1RM, la vitesse d'ascension de ma barre va être très lente. C'est mon maxi. Voilà, d'accord ? Je m'entraîne pendant 2 ans. Je passe une barre à 100 kg. Quand je refais mon 1RM à 100 kg, la vitesse d'ascension de ma barre, elle sera la même que celle qu'elle était quand j'avais mon maxi à 50 kg. Par contre, si je reprends ma barre à 50 kg, là, la vitesse d'ascension de ma barre à 50 kg, elle n'est plus du tout la même que celle que j'avais quand j'ai commencé la musculation. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le truc. Alors, après, il y a une notion de coordination, justement, qu'apporte l'haltéro, qui n'apporte pas forcément la musculation traditionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je passe un développé couché à 200 kg, tout le monde ne passe pas un développé couché à 200 kg, mais pour avoir des amis qui le font, le delta entre mon 150 kg, par exemple, de force max et mon 200 kg de force max, l'acquisition en termes de puissance ne sera pas forcément... En fait, ça va dépendre. On ne va pas refaire un cours de relation force-vitesse, mais l'acquisition de puissance max, notamment, ne sera pas forcément
aussi impacté que ça, parce qu'il y a quand même derrière toute une notion de coordination, notamment sur des mouvements complexes. Alors si c'est du balistique ou du monoarticulaire, ça va être assez mathématique. Et augmentation de force max égale augmentation de puissance. Par contre, sur des mouvements polyarticulaires, on parlait de triple extension, etc., ou d'autres gestuels, fait qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il y a un pattern, ce qu'on appelle les patterns de recrutement à mettre en place, qui se complexifient avec l'activité, avec le niveau d'activité, et que si je suis pas capable de retranscrire un bon niveau de force dans chaque action musculaire et avec un tempo très spécifique qui est lié au niveau de pratique, ben, des fois mon acquisition de force elle sera pas directement retranscrite sur mon acquisition de puissance parce que justement cette coordination là elle est pas suffisamment maîtrisée. Et je répète, du coup d'où l'intérêt, je revois encore le truc, mais d'où l'intérêt de maîtriser l'haltérophilie parce que justement c'est un très bon compromis entre la coordination et l'acquisition de force, où on peut considérer que toute acquisition de force faite par l'outil haltéro me permettra d'avoir un gain de puissance dans mon activité, notamment encore une fois, de descente verticale, de sprint, d'accélération, de bondissement, etc. Donc là, en fait, on parle un peu indirectement du RFD. Oui. Est-ce que tu peux dire ce que c'est ? Alors le RFD, je le fais en anglais ou C'est comme tu veux. On ne juge pas le niveau d'anglais ici. Rate of Force Development. Alors le RFD, c'est simplement l'acquisition du pic de force max, c'est-à-dire quand vous êtes à intensité 0, ben, votre niveau de force il est à 0, et quand vous êtes à force max, votre intensité est à force max. Donc l'idée c'est d'arriver à passer de 0 à 100, c'est comme le 0 à 100 en voiture, on calibre les voitures comme ça en termes de puissance, c'est d'arriver à passer du 0 de force à 100% de force en un laps de temps le plus court possible. Et donc là c'est pareil. Donc je reprends un exemple simple de mon développé couché. Si j'ai 200 kg de développé couché et que pour passer de 0 à 100%, donc à 200 kg, il me faut 30 secondes, j'exagère pour faire l'exemple, le niveau de puissance que je vais produire sera relativement faible. Ça reprend ce que j'ai dit juste avant sur l'acquisition de force qui des fois n'est pas retranscrite sur la puissance. Par contre, si je passe de 0 à 200 en moins d'une demi-seconde, là le développement de ma puissance il est très important. Et c'est ce qu'on va chercher chez tous les sportifs, c'est-à-dire à être capable de déplacer soit son propre poids de corps, soit dans des sports judo, sport de combat, rugby, j'ai mon poids de corps et j'ai l'adversaire. En haltéro, j'ai mon poids de corps et j'ai la barre. Essayer d'être capable d'agir sur l'ensemble de la masse de façon la plus rapide possible. Donc c'est ce qu'on appelle l'explosivité de manière plutôt française, là, pour le coup. Donc c'est d'arriver à dire, ou à essayer de trouver quel serait l'outil ou la façon de travailler qui me permettent, encore une fois, de passer de mon 0 à 100 le plus rapidement possible. Bon, je reprends ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a pas 200 000 façons de le faire et il faut trouver des outils adaptés. Alors, qui est pareil, plein de prépa physiques, je ne parle pas des réseaux, je ne donnerai pas de nom là non plus, vont essayer de vous réinventer le fil à couper de beurre. La pliométrie, c'est connu depuis la nuit des temps. Les premiers ouvrages sur la plio et sur l'effet de la plio, ils datent des années 60. On maîtrise tout à fait très bien ce qui s'y passe et on savait exactement à l'époque comment le mettre en place. Notamment, tu parlais des pays de l'Est tout à l'heure, la mouvance des pays de l'Est qui a eu pléthore de chercheurs et d'entraîneurs qui ont essayé de mettre en avant des méthodes de travail adapté pour le développement athlétique, l'objectif étant d'essayer de récupérer plus de médailles d'or que les pays concurrents. Je ne referai pas de guerre froide. Et en France, on a Jean-Pierre Egger aussi qui a été un peu précurseur de ça, qui a beaucoup démocratisé. Et indirectement, si tu regardes les vidéos de Jean-Pierre Egger, qui sont ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Egger, c'est, on va dire, c'est notre mentor à tous parce que c'est le premier véritablement à avoir modernisé la prépa physique et notamment, alors c'est pour ça qu'il faut lui rendre à César ce qui a lieu d'être, c'est le premier qui a vraiment intégré le travail musculaire, alors pas toujours en haltéro, mais il y avait un peu d'haltéro, mais le travail musculaire comme étant le point d'entrée de la prépa physique et du développement de la puissance. Donc ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Egger, vous trouverez sur YouTube, il y a encore ces vieilles vidéos avec Gunther, Werner Gunther, qui était un lanceur de poids. Et vous verrez qu'il y a cette logique d'entraînement. Et pour ceux qui connaissent un peu Cometti, alors je rappelle, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les premiers ouvrages de Cometti, c'était 89. Et dans les ouvrages de Cometti, on voit déjà les premières données de modélisation du travail de prépa physique muscu, et notamment de
de contraste de charge, de méthode bulgare, de Pletnev, etc., etc. Et donc, dans les vidéos qu'on voit de Jean-Pierre Heger, en fait, ceux qui connaissent un peu toutes ces méthodes-là et qui ont lu Cometti, s'aperçoivent qu'en fait, il applique ce qui est dans ces ouvrages-là. Alors, qu'il n'a peut-être pas pris dans les ouvrages, parce qu'il connaissait peut-être les auteurs, Ledzelter, Matveyev, Kuznetsov, Verkhojanski, etc., etc. Enfin bref, c'est des noms qui parlent aux anciens. Mais il n'empêche que dans ces vidéos-là, on a la retranscription de ces vieilles méthodes, mais qui sont toujours des méthodes qui sont d'actualité et qui sont, pour le coup, efficaces. Parce que l'avantage des pays de l'Est, je donne souvent la comparaison avec les Chinois, ils ont tellement utilisé de méthodes sur plein d'athlètes, ils en ont tellement cassé qu'ils savaient aller à la fin exactement quelle méthode était fiable, efficace et fiable. Ce qu'on n'a jamais pu faire en France, puisque déjà nous, la musculation, on l'a intégrée très tard. Je le redis, le premier bouquin de prépa physique en France, c'est 96, c'est Pradé. Voilà, donc c'est pas si vieux que ça. Et Pradé, c'était un spécialiste d'athlé, c'était pas un spécialiste ni d'haltéro, ni de sport de force. Donc du coup, encore une fois, on était dans une mouvance très athlé. D'ailleurs, les premiers vrais préparateurs physiques pro, notamment dans les clubs de foot, c'était des mecs qui venaient de l'athlé. Je n'aurais pas de nom non plus, vous aurez qu'à aller chercher dans les archives. C'est pas pour autant qu'on n'a pas eu beaucoup de blessures, parce que les méthodes d'entraînement en athlé ne sont pas forcément les meilleures, notamment dans les sports co. Mais bref, pour dire que Heger était visionnaire dans le truc, parce que c'était quasiment à l'époque, en tout cas, pays, on va dire plutôt France, notamment France, c'est vrai que c'était un peu, ça dénotait, parce que c'est quelque chose qu'on voyait pas du tout. On n'avait pas l'habitude de voir de la prépa physique comme ça, et c'était vraiment une prépa physique structurée. C'est pas juste, encore une fois, je fais de la muscu parce que les autres font de la muscu. C'est, j'ai un athlète, j'ai des bases, je travaille de tel paramètre pour aller vers tel paramètre, j'utilise telle méthode et j'utilise tel outil. Donc, je répète, je vous invite vraiment à regarder ça. Ça remet vraiment les choses et ça remet l'église au centre du village, où on a souvent tendance à réinventer l'eau chaude. Alors, je répète que l'eau chaude, il y a très longtemps qu'elle existe et qu'on n'a pas inventé grand-chose depuis belle lurette, notamment sur ces paramètres d'entraînement. J'ai un ami, Fred Roalen, que j'ai reçu pour le premier épisode de Secret d'entraîneur, qui m'a sorti une phrase et que j'ai mis en titre de cet épisode-là. C'est « Le sport de haut niveau se prépare dès la crèche ». On en revient un petit peu à ce que tu nous dis sur la préparation en haltéro et même de manière plus générale. Est-ce que le fait de rajouter une séance d'haltéro peut, sur le long terme, permettre à nos athlètes, toutes disciplines confondues, d'accepter un volume d'entraînement et une intensité d'entraînement finalement plus haute que des athlètes qui ne l'ont pas fait? Ou est-ce que tu penses que du spécifique permet d'obtenir un volume plus important au final? Alors là, je vais revenir à mon équipe de France de foot, mais c'est le discours qu'on pouvait avoir il y a 25 ans et que j'ai eu avec des entraîneurs nationaux. Mais en gros, pour être bon au foot, il faut faire du foot. Pour être bon au rugby, il faut faire du rugby. Tu vois, c'est un peu ça la question. Gros, tu te rajoutes une séance de rugby ou une séance de foot, tu as un entraînement spécifique et finalement, tu seras meilleur. Bon, alors, pourquoi pas, pour le coup. Mais du coup, je te dirais évidemment, c'est plus tôt on pourrait l'intégrer. Et plutôt, c'est-à-dire que si tu te dis, chez les enfants de 7-8 ans, on fait une séance de coordination à base d'haltéro, puis à 10-11 ans, on passe à 2, puis à 15 ans, on est à 3 ou 4, et tu vois, et avec ce cheminement-là, et voir, on sait très bien qu'on fait faire 3 séances d'haltéro. Quand je dis d'haltéro, attention, je répète bien à chaque fois, avec le bagage technique haltéro, sans forcément rentrer dans la charge, mais à 10 ans, faire 3 séances d'haltéro par semaine. Il y a moins de alors c'est ce que j'explique souvent aux parents aussi, ce que je leur dis, notamment pour les osgood. Je dis, vous savez, en haltéro, on a beaucoup moins de contraintes sur le genou que des impacts sur des terrains de foot ou de rugby qui sont complètement soit gelés, c'est plus rare, mais très secs, avec des impacts sur les appuis qui sont bien plus importants. Même dans les sports co comme le basket ou le hand, les appuis au sol sur réception de saut, ils sont bien plus contraignants que des réceptions en haltéro qui sont contrôlées. Et voilà, enfin. Et donc souvent on se dit non mais ça c'est beaucoup plus destructeur. Non, c'est pas vrai. On revient aux pathologies. Non, il n'y a pas de pathologie, il y a très peu de pathologies en haltéro. Il y en a beaucoup plus en sport co et chez les jeunes beaucoup plus de pathologies tôt. Voilà, c'est des pathologies, les croisés chez les gamins, il y en a de plus en plus. Donc comme je leur dis, quand vous avez déjà 15 ans, vous avez déjà pu les croiser, enfin pas à 15 ans mais un petit peu plus tard, la carrière elle est quand même compliquée derrière. Et donc on reprend prophylaxie, c'est que si ces gamins-là s'étaient renforcés, on parlait d'extenseurs, etc., si ces gamins-là s'étaient renforcés spécifiquement pendant les années antérieures, on peut peut-être supposer que justement les traumatismes au niveau du genou, on parle du dos mais du genou notamment, peut-être, je dis bien, quand je dis moi peut-être, je fais exprès, j'en suis convaincu, mais
encore faudrait-il le pouvoir le prouver, elles seraient forcément minimisées. Mais on revient, je vais aller là-dessus rapidement, on en revient toujours au même, c'est ah ben non, pas de squat en dessous de 90 que ça abîme les genoux. Donc quand on parle de ce principe-là, on ne peut pas concevoir autre chose. C'est-à-dire que voilà, le champ de travail va être très très vite limité. Et malheureusement, voilà, quand on aura compris que de travailler en amplitude maximale, c'est ce qui préserve le mieux le système ostéo-articulaire, peut-être qu'on aura avancé d'un pas, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et je me fais l'avocat du diable. Effectivement, en haltéro, on va toujours chercher des amplitudes maximales, comme dans certains sports, mais assez rares. On revient toujours à ces sports-là, mais en sport de combat, on est souvent obligé. En tout cas, je parle de MMA, grappling, lutte, judo. Est-ce qu'un boxeur, je fais de la boxe anglaise, est-ce que j'ai besoin de savoir faire un squat complet? Ou est-ce que faire du quart de squat ou du demi-squat, ça ne me suffit pas? Alors, on pourrait dire la même chose d'un cycliste, par exemple. Ou d'un cycliste, bien sûr. Un cycliste, Ouais, carrément. un peu moins les pistards, mais on va prendre ça tombe bien, le Tour de France va bientôt débuter, là, mais on pourrait se faire... Mais même un footeux, si tu regardes le cycle de course quand je dis d'un footeux, d'un sport co, mais en général, quand tu regardes le cycle d'angulation du genou de la majorité des sports, la logique, elle est de se dire, ils sont en quart de squat. À quoi ça sert d'aller chercher des amplitudes plus importantes? Il y a le premier principe que j'ai dit tout à l'heure, fondamental, qui serait la prophylaxie. En tout cas, c'est de dire un travail à amplitude maximale, et ça c'est vrai pour le squat, mais c'est vrai pour les épaules, c'est vrai pour tout ce que... Voilà, permet d'améliorer, c'est ce qu'on appelle un système plastique. C'est-à-dire qu'on améliore la plasticité des tissus, c'est-à-dire on renforce le cartilage, on renforce l'os, on renforce les ligaments, on renforce les tendons, on renforce le muscle, évidemment, on renforce l'enveloppe, on renforce la densité en collagène et en structure myotendineuses. Ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a un aspect de relation, ce que moi j'appelle, enfin, c'est pas ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'ai démontré, ça c'est pareil, ça date de Mathusalem, mais la relation force-longueur. Je vais leur donner un exemple sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon coucher, je vais le prendre sur le squat. Si tu sais faire un squat cul par terre à 200 kg, quand tu vas être en quart de squat, tu seras à 300 kg. Si tu fais un squat en quart à 200 kg, ce que plein de sportifs disent faire et se gargarisent, parce qu'évidemment, j'allais dire, à peu près tout le monde est capable de faire un squat à 200 kg en quart. Par contre, si tu leur demandes de descendre en flexion complète, il reste plus rien. Il reste déjà plus rien, et tu verras et surtout en termes de motricité, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on va casser l'angle, on va commencer à s'apercevoir déjà que voilà, la trajectoire du bonhomme et de la barre. Voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est-à-dire que le travail en amplitude maximale permet d'acquérir, on reprend l'exemple de l'haltéro, voilà, même si on reste sur de la musculation traditionnelle, d'améliorer tout ce qui est le système ostéo-articulaire en termes de prévision et de prévention de blessures, d'améliorer la force, évidemment, et puis d'améliorer tu parlais tout à l'heure de réflexe, etc. Ben là, on est sur de la proprioception. D'accord ? C'est pas sur un bosu qu'on fait de la proprioception. Je la remets, hein, mais j'en vois un derrière, c'est pour ça que ça me fait marrer, mais il aurait pu me mettre à côté. Mais ça va, il est pas peint en rose celui-là, il est que bleu. Mais c'est pas sur un bosu qu'on fait de la proprioception. La proprioception, ça se fait sur des appuis solides. Je la fais. Tu voulais une phrase, je vais te la faire la phrase. On aurait pu faire un cours de L3 aujourd'hui. Le premier mec à avoir passé 400 kg au squat s'appelait Hatfield, professeur Hatfield aux États-Unis. Il a dit les choses suivantes. Je la fais en français, parce qu'en anglais c'est un petit peu différent, mais on ne peut pas tirer un boulet de canon à partir d'un canoë. Je ne peux pas vous la faire plus simple que ça. Si vous voulez pouvoir produire de la force, il faut que les appuis soient solides. D'accord ? Donc, à un moment donné, si vous mettez trop d'appuis fuyants, la production de force, elle va être dispersée. Donc, encore une fois, si on veut être logique dans la motricité humaine, alors évidemment, on va me dire, oui, mais des fois sur les terrains sont boueux, etc. Oui, mais dans la plupart des appuis, la très grande majorité des appuis, les appuis sont faits sur des appuis fixes. Je me permets, on n'est pas prévu d'en parler, mais très rapidement, il y a une étude qui est sortie très intéressante, parce que moi je prône ça et je le fais faire, c'est le travail dans le sable. Ouais. Le travail dans le sable, il a un double intérêt, c'est que c'est un travail sur milieu instable, mais qui devient stable. C'est-à-dire que quand tu commences à appuyer sur le sable, effectivement, les 3-4 premiers centimètres se déforment, puis deviennent solides. Ce qui fait que ça fait ce que j'appelle moi un décalage de phase sur le réflexe mototique. Et du coup, quand tu t'habitues à faire de la plio dans le sable, sur un sol qui est au départ instable puis stable, tu vas créer au niveau mécanique et au niveau de l'amélioration du réflexe mototique quelque chose qui sera beaucoup plus puissant que le travail sur un appui directement stable. Donc, j'invite aussi là tout le monde à tester le travail dans le sable. Et là, je répète, je n'ai rien inventé parce que si on revient à un temps révolu, on s'apercevra que dans la plupart
des sports à une époque, de la préparation physique de début de saison, notamment en sport co, se faisait dans le sable. Parce qu'on a très bien compris que la qualité athlétique des gens qui viennent des îles était très 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 différente, bizarrement, notamment sur les travails d'appui et travail de pied, était très 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 différente de la nôtre. Pourquoi ? Encore une fois, est-ce que parce qu'ils étaient différents ? Certes, il y a une partie génétique, encore une fois, mais parce qu'eux avaient justement cette capacité à appuyer sur des systèmes plus ou moins instables, notamment le sable, et j'explique ça souvent en licence avec des exemples simples, mais c'est qu'en plus le sable c'est magnifique, c'est quand on est au bord de la plage, au-delà de l'aspect sympathique, c'est que votre sable, soit il peut être très très mou s'il est totalement sec, il peut être un peu mouillé, et il peut être totalement dur. Donc du coup on peut changer les appuis et changer... Donc, voilà, donc on peut avoir un travail athlétique qui est immensément puissant, et notamment donc, pour le travail de développement athlétique, mais notamment pour le travail de rééducation post-blessure, parce que je répète, si on veut avoir une cheville solide post-blessure, c'est pas en se foutant sur un bosus, c'est en allant travailler sur le sable. Après, chacun en fera ce qu'il veut, d'accord ? Étant à Marseille, le travail sur le sable, on l'a pratiqué pas mal et tu vois des qualités d'appui qui sont améliorées. C'est fou. Enfin, Et voilà. puis, alors, le gros avantage, et je répète, j'invite tout le monde à le faire, tiens, c'est la bonne saison. Même pour vous. Venez à Marseille. Alors, allez à Marseille. Vous venez à Clermont si vous voulez, mais il y a un peu moins de plage. Faites un protocole sur 4 semaines, à raison de 3 séances par semaine, et vous verrez les bénéfices au bout, en termes de ressenti, en termes de motricité, en termes de propulsion, et vous verrez la différence. Et je répète, encore une fois, quand vous avez une cheville, un membre une jambe, qui a l'habitude d'avoir pris appui sur ce système-là, en termes de renforcement et en termes de réactivité, voilà, tout ça en limitant les impacts en plus. Et en plus, c'est ce qu'on oublie souvent, et notamment avec les enfants, parce qu'on revient sur la partie enfant, c'est que c'est ludique. Bien sûr. D'accord. C'est quand même moins chiant de sauter dans la plage, dans le sable, que de se foutre le pied. Je reviens sur mon bosu, voilà, en faisant l'autruche. Donc bref, c'est encore une autre façon de concevoir les choses, mais il y a une logique terrain, enfin il y a une logique performance. Donc il suffit de voir ce que chaque outil apporte. Désolé pour ceux que je blesse avec mon bosu, mais ça fait 20 ans que je dis la même chose. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton avis un petit peu, de voir un peu des choses différentes de ce qui se fait. Ça c'est bien chez les kinés, ça restera chez les kinés, mais ça n'a rien à foutre là. Bref. Travail d'équilibre, mais pas de proprio. Mais sauf que la proprio, c'est pas l'équilibre. Exactement. Et ça, on le confond souvent parce qu'on connaît plus les définitions de base en fait, de pas mal de mots qu'on utilise. Parce que tout le monde, voilà, c'est tiens, il a fait ça, lui, je vais faire pareil. Ouais, exactement. Bon, et puis ça se vend bien sur les réseaux sociaux. Je te dis, c'est joli à mettre. C'est joli, c'est en couleur. Et j'en profite qu'on parle du ça pour déraper un petit peu sur le côté militaire. Donc toi, tu as un passé militaire. Voilà. C'est formateur militaire. Formateur militaire, exactement. Est-ce que tu peux nous parler justement de la préparation physique militaire où le sable est souvent utilisé ? Alors, je vais pouvoir te faire un petit... en plus, je vais pouvoir te faire un petit... comment ça s'appelle ? Un petit parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment sur les circuits d'entraînement et la méthode Hébert, parce qu'en fait, les connaissances modernes, et je vais remettre une petite couche au crossfit en même temps, mais ça c'est pareil, je vais me fâcher avec personne, je dis juste ce qu'il en est. Les connaissances de la méthode Hébert, elle se retrouve depuis la nuit des temps, en tout cas presque depuis que la méthode Hébert a été créée, dans un outil de prépa physique qu'utilise l'armée, et là pour le coup toutes les armées, qu'on appelle la méthode naturelle. En fait, la méthode naturelle, c'est une émanescence, une extrapolation de la méthode Hébert, où justement, dans un environnement donné, avec le matériel qu'on a, on va essayer de travailler toutes ces qualités physiques. Du coup, Glassman au CrossFit, il a pris la méthode qu'il a élaborée des forces armées américaines. Là, c'est une supputation que je vais faire. J'ai pas la réalité du terrain. Mais comme il y a un partenariat entre les forces armées américaines et françaises, c'est pas délirant de penser que les Américains, ils n'inventent pas tout non plus. Ils aient pris une partie de la méthode naturelle française, qu'ils aient mis dans les forces armées américaines, dans les forces spéciales, et que Glassman, à un moment donné, s'est dit, tiens, c'est vachement intéressant ce truc-là, et je le récupère. C'est une petite parenthèse en disant que, je répète, la méthode Hébert, vous chercherez dans les ouvrages, ça date d'il y a bien longtemps, et c'est un outil, là aussi, qui a été puissant, qui est codifié, il y a des livres là-dessus, avec des parcours spécifiques, et donc, je répète, à l'armée, donc du coup, on utilise ça. Pour revenir sur la prépa physique à l'armée, donc on a cette... on va dire que c'est c'est la base de la pyramide, cette méthode naturelle, alors qui est un peu plus utilisée dans l'armée de terre que dans les autres armées, parce que par vocation terrain, c'est quand même l'armée de terre qui va barouder dans la pampa. Malgré tout le monde est à même d'amener ces types de séances-là. Et après, on a agrégé là-dessus tout un tas d'outils, des sports de combat,
de la musculation, de l'haltérophilie, de la natation, etc. De manière à ce que chaque instructeur à l'armée, ce qu'on appelle les moniteurs EPMS, ait un bagage d'outils à sa disposition qui lui permettent d'encadrer tout type de militaire. Alors, quand je dis tout type de militaire, ça passe on a aussi des secrétaires à l'armée, tout le monde ne va pas au combat, même c'est pas la grande majorité. Donc on peut avoir de la prépa physique pour la personne qui restera, et d'ailleurs civil et militaire, mais notamment militaire, qui va rester dans son bureau et sur son siège toute la journée, comme aux combattants. Qui part en OPEX, en opération extérieure. Voilà, donc on a ce bagage-là avec une formation qui est très dense, pour moi, qui est bien faite, très globale. Et si on monte en plus après sur un niveau, pour comparer ce qu'on parlait tout à l'heure du L3 et du master, en termes de prérogatives et de compétences, si on monte après sur le moniteur-chef, lui en plus, il est amené à programmer tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont une formation aussi très intéressante sur tout ce qui est planification de tous ces outils, de comment on les amène, de toutes les qualités physiques, pour pouvoir programmer des séances spécifiques, encore une fois, pour des gens qui vont être projetés, ou pour les pilotes de chasse, ou pour etc., etc. Pour des gens qui sont sur les bâtiments de la marine, qu'il faut garder en forme dans le cadre de leur mission. Donc tout ça, voilà, fait qu'on a des moniteurs qui sont formés à Fontainebleau, pour ne pas le nommer, mais la maison mère, c'est Fontainebleau, et qui sont très bien formés et qui sont très polyvalents après sur tout type de support d'activité. Donc, je répète, ça va du sport de combat à l'haltéro, voilà, et pour, j'allais dire, programmer tout type de mission et développer tout type de qualité physique. C'est vrai que l'armée est quand même un précurseur de la préparation physique, finalement. Parce que ça fait des millénaires que les soldats se préparent. Ouais, puis si on faisait un peu d'histoire, on est en STAPS là, enfin à côté. Si on faisait un peu d'histoire de l'EPS, tu vois, post-guerre, voilà, c'est très à l'origine l'EPS. Très militaire et très gymnique. C'est très gymnique, voilà, c'était très orienté. Donc encore une fois, c'était méthode naturelle. Voilà. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants, si on revenait un peu plus à ça, ce que moi j'appelle les parcours d'habileté motrice, sans rentrer dans la partie ni mili ni méthode naturelle qui fait peur à certains pédagogues, mais l'idée c'est quand même de dire, si nos gamins ils touchaient un peu plus, parce qu'on faisait nous gamins à l'époque, si on faisait un peu plus de parcours d'habileté très basique, le grimper, le sauter, le courir, on aurait peut-être des enfants qui, je dis pas que ça donnerait plus de vocation, mais qui globalement, si on reprend l'exemple on disait le corps, parce qu'on n'en parle que chez les athlètes de haut niveau, mais on disait, ils se forment très jeunes. Donc si on avait des gamins qui étaient très débrouillés globalement, on pourrait avoir des jeunes qui sont en meilleur état, si on peut dire ça comme ça, ou avec une coordination, une mobilité meilleure que ce que l'on a actuellement. Puis c'est vrai qu'on n'a pas tant de bon sens, ça, on le sait tous, mais donc voilà. Donc ça reste pour moi un outil à la fois de prépa physique et puis un outil de développement global chez l'enfant. Ok. Et la préparation mentale, alors militaire, tout ce qui est conditionnement, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Ouais, alors ça c'est pareil. Dans le cadre de... il n'y a pas des... Les unités de l'armée, alors que ça peut être quelle qu'elle soit, même la gendarmerie, c'est pas comme les clubs pro ou les centres de formation en prépa physique. Il n'y a pas un mec qui fait la réhab, un mec qui fait le mental. Et non, en général, on a un artisan global, un moniteur ou des fois 2 moniteurs qui vont piloter tout ça. Donc ils sont aussi, dans le cadre de leur formation à Fontainebleau, formés sur de la prépa mentale, ce qu'on appelle dans l'armée le TOP, des techniques d'opération professionnelles, qui a été créé de mémoire par une générale de l'armée de l'air pour, tout à l'origine, préparer mentalement les pilotes. Et du coup, elle a créé un module de formation qui, du coup, maintenant est dispensé à tous les moniteurs de sport, même des fois d'autres qui ne sont pas spécialement dans le milieu PMS, mais qui peut être dispensé, et qui a vocation justement à pouvoir préparer psychologiquement à des missions, mais aussi permettre les phases de récupération. Donc on retrouve un peu ce qu'on a en prépa physique. Et donc là c'est pareil, chaque moniteur de sport a un module de formation propre qui lui permet de gérer à la fois la charge d'entraînement, on peut appeler ça comme ça, la partie émotionnelle, et puis la partie récupération. Donc là aussi c'est intéressant, puisque ça donne presque, paradoxalement, plus de compétences à des monites de PMS que des fois à des masters qui, des fois en master, on voit zéro, aucune notion de prépa mentale. Donc si on ne va pas se former ailleurs ou passer des compléments de formation, des fois on se retrouve un peu dans la difficulté. Mais je redis ce que j'ai dit, à haut niveau on ne peut pas tout faire. Donc si on est vraiment sur du haut niveau, généralement, et c'est ce qui se développe aussi beaucoup, ce qui n'était pas du tout le cas avant,
Parce qu'avant, l'entraîneur, il était à la fois prépa physique, il était prépa mental, il était kiné, il était etc. Bon, maintenant, chacun a sa place, et donc on a quand même un métier, d'ailleurs qui est mieux labellisé ou mieux libellé que celui de prépa physique. On a quand même maintenant des vraies formations de prépa mentale avec des vraies fonctions de prépa mentale, et c'est plus au prépa physique ni à l'entraîneur de gérer la partie mentale. Donc, voilà. Et donc, pour revenir sur l'armée, voilà, ils sont à même de pouvoir et gérer la partie physique et de gérer la partie mentale. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce travail de conditionnement parce qu'on voit beaucoup d'athlètes très libres d'émotions, on va dire, lors de compétitions, chose qu'on voit, en tout cas, tu me dis si je me trompe, mais beaucoup moins sur les militaires. Oui. Après, la culture est différente, puis l'environnement est aussi différent. On est un peu moins égocentré, c'est un petit peu. Puis il n'y a pas de réseau dans les unités, on n'est pas au devant de la scène. Après, juste pour revenir à ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est dommage que dans le champ STAPS, au moins jusqu'à la licence, il n'y a pas un module. Mais ça pourrait même être chez les profs de PS, pas que forcément sur la filière entraînement. On pourrait très bien envisager un module de prépa mentale qui donne au moins, parce qu'on sait très bien que quand on est confronté en stage, en licence ou en master avec des athlètes, peut y avoir à un moment donné cet aspect mental qui rentre en jeu. Et des fois, les jeunes qui sont en STAPS en stage, ça s'apprend aussi sur le terrain avec le temps. Il peut y avoir, comme tu dis, il peut y avoir des périodes, des moments difficiles à gérer et on ne sait pas les gérer, quoi. Et ça s'apprend. Donc, si on était un peu formé à ça avant, ça permettrait peut-être à des jeunes de mieux vivre leur stage et notamment quand on est avec je prends l'exemple des centres de formation avec des gamins de 15 ans, quand on est avec une équipe complète, des fois il peut y avoir c'est clair. ça peut être compliqué. Puis, on a tendance de plus en plus à dissocier la préparation mentale de la préparation physique, chose qu'on ne fait pas du tout à l'armée. C'est-à-dire que les deux sont très liés en tout cas. Effectivement, tu peux avoir des petits modules spécifiques, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un tout. Est-ce que justement, ce n'est pas une hérésie dans le sport civil de faire cette dissociation et de manière aussi importante finalement? Alors, d'un point de vue très personnel, je dirais si. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas agir que sur le physique si tu n'agis pas. Enfin, c'est obligatoire. Quand on a tous. Enfin, tu as entraîné, j'ai entraîné. Ceux qui nous écoutent, la plupart ont entraîné. C'est pas de la mécanique, quoi. C'est pas juste je fais un truc et je dissocie tout le reste. Non. À un moment donné, l'impact que tu vas avoir en termes de fatigue générée, de charge de travail, de façon dont tu vas amener la séance, de situation météo, etc., plus l'accumulation, enfin bref, va faire qu'à un moment donné, tu es obligé aussi de gérer du mental. Donc on ne peut pas dissocier totalement les deux. Après, c'est vrai que si on doit faire totalement les deux, c'est ce qu'on va retrouver dans certains clubs, il est compliqué de faire du qualitatif en prépa physique si de l'autre côté, tu passes la moitié de ton temps à gérer l'aspect mental. Mais on peut pas. Donc, d'où l'importance, encore une fois, dans les formations de prépa physique, d'avoir comme à l'armée, une double casquette. Ouais, un module prépa mental où tu puisses un peu agir dessus. Parce que des fois, ça peut te péter fort à la tête et tu l'as pas anticipé. Parce que le prépa physique, c'est quand même l'interface, c'est un peu comme le kiné. Le kiné encore plus d'ailleurs, mais l'interface entre l'entraîneur et les athlètes. Donc voilà, c'est à double tranchant, quoi. On est vraiment la soupape de sécurité, si on peut dire, où l'athlète se confie énormément à nous parce qu'il y a moins de pression de sélection, etc. Voilà. Et en même temps, on est obligé de rendre compte un minimum à l'entraîneur. Donc c'est toujours un peu le cul entre deux chaises, si on peut dire. Donc assez compliqué à gérer. Et puis des fois, si tu peux justement temporiser un peu la contrainte. Carrément. Voilà. Mais ça, c'est vrai notamment dans j'allais dire, la plupart des prépas physiques qui ne sont pas issus du champ STAPS l'ont appris souvent. Enfin, c'est l'expérience qui permet de gérer les athlètes, quoi. Et on est tous pareils. Mais c'est vrai que si on avait un petit bagage, si les étudiants avaient un bagage prépa mental, ça les aiderait un peu. Ouais. Mais même en termes de comportement, parce que quand on rentre dans une structure pro ou semi-pro, c'est son premier stage, pareil, la façon de se comporter, la façon de tout ça, même pour soi-même, parce que des fois, ça peut être, pour certains, ça peut être compliqué. Tout le monde n'est pas fait pour ce métier-là. On s'en rend compte un peu tard des fois. Oui, mais ouais, malheureusement. Et du coup, ça peut aussi être une soupape pour soi-même. Mais c'est vrai que c'est un outil qui peut être, et sachant que c'est des formations qui sont pas, il n'y a pas 8 mois de formation. À l'armée, je ne sais plus combien de temps il y a un stage à faire, mais je dirais, en plus je l'ai la notice à la maison, mais je dirais c'est 4 fois 2 jours de formation complète avec mise en situation. Donc c'est pas, voilà, au moins pour donner un premier niveau de compétences là-dedans. J'en profite parce qu'on est à Clermont-Ferrand, on a un très très bon DU de prépa mentale à Clermont-Ferrand, voilà, qui pareil est très très demandé, donc c'est qu'a priori et le contenu
Et ce qu'il en ressort est assez intéressant. Et j'en profite pour rebondir un peu sur la place du STAPS aujourd'hui. Ça, c'est une question, on en a parlé un petit peu en off. Alors, STAPS pour la partie prépa physique, tu veux dire ou, Entraînement de manière générale, ouais. pas que prépa physique. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des BE, des DE, des DES? Qu'est-ce que tu... Quel est l'intérêt de faire STAPS aujourd'hui? C'est un vrai vaste débat, ça, pour le coup. Enfin, on a carrément. commencé à parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on pourrait là aussi parler 1 heure de ça. C'est Alors, clair. il y a toujours eu la guerre. C'est moins le cas maintenant, parce que les STAPS sont beaucoup plus intégrés dans le milieu de l'entraînement. Je répète, je vous invite à visionner là aussi la vidéo de Fred Aubert qui est sur YouTube, qui était un colloque de l'INSEP de 2014, si je ne me trompe pas, ou 2016, bon, il y a une dizaine d'années, où il fait l'historique de la prépa physique. On verra l'armée, évidemment. Les premiers prépa physiques, le conditionnement, c'était militaire, pour des raisons diverses qu'actuellement. Et il montre que le champ STAPS, l'arrivée du champ STAPS dans la prépa physique, elle est récente. C'est la fin des années 90. Je reparle du bouquin de Pradé. Moi, j'ai commencé la prépa physique en 98. Je ne vais pas dire que je suis la première génération de prépa physique, mais du champ STAPS en tout cas. Voilà. Nous, on n'avait presque pas d'outils. Voilà, à part les écrits de Cometti et les pays de l'Est, un peu, c'était compliqué d'avoir des données. Bon, bref. Du coup, l'importance de faire du terrain. Et du coup, pareil, les STAPS, quand ils sont arrivés, en gros, on était des laborantins, quoi. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Les STAPS, c'était plutôt le champ de la recherche et c'était pas vraiment le champ du terrain. Sinon, c'est le champ du prof de PS, donc c'est pas la prépa physique. Et du coup, petit à petit, ça s'est démocratisé. En bien ou en mal, on parlait des Master Ops tout à l'heure. Je ne ferai pas de topo sur ce que je pense des Master Ops d'une manière générale, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais malgré tout, on en arrive aujourd'hui à avoir quand même dans la plupart des clubs, des pôles, une entité STAPS, voire des entités STAPS. Donc c'est-à-dire que maintenant on a un petit peu incorporé le milieu. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a du bien et du pas bien en termes de formation, j'entends, et je reviendrai sur la partie, je vais essayer de faire assez rapide. Je vais vous faire un historique des diplômes en France, mais là c'est pareil, il y aurait de quoi d'en écrire un bouquin, on en parlait aussi tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a quand même relativement abaissé avant ce qui faisait la référence à un entraîneur de judo. Voilà. C'était ce qu'on appelait les BE, BE1 ou BE2, qui avaient une vraie valeur, une vraie valence entraînement. Maintenant, on a tellement abaissé le niveau de compétences dans les diplômes, on est descendu sur ce qu'on appelle un BP. Désolé pour ceux qui ont des BP, je vous dis juste comment ça se passait avant. C'est que maintenant, en gros, les niveaux d'exigence qu'on retrouve dans les BP sont quand même assez éloignés des niveaux d'exigence qu'on avait à l'époque dans les brevets d'État. Donc on a créé un deuxième diplôme qui s'appelle le DE-GEPS. Le DE-GEPS, c'est ce qui est, en France en tout cas, le premier niveau d'entraîneur dans les différentes disciplines. Le problème en préparation physique, c'est qu'il n'y a pas de diplôme de préparation physique. Ni, pour le coup, indirectement, enfin c'est même sûr, il n'y en a ni dans le champ du sport, ni dans le niveau des ministères des sports, donc vous ne trouverez pas de BP prépa physique, vous ne trouverez pas de DE prépa physique, vous ne trouverez pas de DES prépa physique, et dans le champ STAPS, il n'y a pas de diplôme prépa physique. Il y a une filière entraînement sportif, avec option prépa physique, qui ne vous permet de faire de la préparation physique, c'est ça la complexité aussi en France, mais vous me direz... Que grâce au Doug. Que si vous avez agrégé à votre licence, donc si on vous a proposé dans votre parcours d'entraînement sportif une option haltérophilie musculation. J'en parle en connaissance de cause, puisque c'est moi qui la porte sur Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que si vous avez une licence STAPS entraînement sportif et que vous n'avez pas fait haltérophilie musculation, vous avez fait par exemple judo. Si vous avez fait judo, vous êtes entraîneur de judo, donc assimilé, parce qu'il y a un petit peu de différence quand même, assimilé. Par contre, vous ne pouvez pas faire de prépa physique. Parce que dans votre carte pro que vous allez avoir, vous aurez une labellisation entraîneur de judo. Voilà. Donc, depuis, les UFR STAPS s'en sont rendus compte. Comme il n'y a pas de diplôme de préparateur physique, la plupart des UFR STAPS, ce n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, on devait être 4 UFR STAPS en France à être conventionnés avec la Fédé d'Altéro et à pouvoir porter des cartes pro haltéro-muscu. Donc maintenant, beaucoup d'UFR STAPS ont compris qu'il fallait qu'ils s'adossent à l'haltérophilie musculation. Et là, je ferai le même comparatif qu'avec les BP. Le problème, c'est qu'en BP, ils ont des prérogatives d'haltérophilie, alors que dans certains organismes de formation, le niveau d'enseignement d'haltérophilie, s'il n'est pas inexistant, il n'est pas suffisant. Et en STAPS, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a voulu s'agréger les compétences, enfin en tout cas administrativement les compétences de la Fédé de l'haltérophilie, sauf que si vous n'avez pas d'intervenant en haltérophilie, les contenus de formation, ils sont peu vus ou pas vus ou carrément survolés. Et donc du coup, on se trouve des fois avec des compétences sur les cartes pro qui ne sont pas des vraies compétences de terrain. Donc je te dirais que d'une manière générale, ça va dans le bon sens. On peut faire confiance aux STAPS dans le champ de l'entraînement.
mais qu'il faut quand même... rien ne remplacera un bon stage et rien ne remplacera une bonne évaluation en situation pour vérifier si ce qui est marqué sur la carte pro, elle est effectivement... C'est réalisé ou pas. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent, hein, moi dans le cadre de ma formation universitaire, je propose en annexe, alors certains UFR le font de manière obligatoire, comme Montpellier par exemple, mais nous à Clermont-Ferrand, il y a une surproposition, c'est-à-dire qu'on propose aux étudiants dont on estime qu'ils ont le niveau de pouvoir passer les brevets fédéraux, notamment d'haltérophilie, BF1, BF2, qui leur permet sur leur CV, en plus de la carte pro très ministère de l'enseignement supérieur, au final, d'avoir... Alors, ils ne l'ont pas sur la carte pro, mais ils peuvent le mettre dans le CV, le fait qu'ils soient capables d'encadrer de l'haltérophilie et ou de la musculation avec un stempel fédéral. Donc, des fois, ça leur aide, et je pourrais donner plein d'exemples ici, d'ex-étudiants qui ont réussi à trouver des postes de prépa physique dans des clubs très bon niveau, grâce à ça. Parce qu'en fait, tout le monde a une licence. Une licence d'entraînement, il y en a je ne sais pas combien par an qui sont sortis. Donc, le fait d'avoir un petit sésame en plus, voilà, ça permet d'aller... de monter les échelons, et je dirais, comme on est aussi dans le temple de l'athlète, je le dis aussi à mes étudiants très souvent, allez aussi chercher des compétences en sprint, parce que ça, c'est ce qui va vous servir de porte d'entrée aussi sur le travail athlétique, qu'on ne voit pas suffisamment stable, parce que des fois, c'est pas vu Si vous avez eu la chance d'avoir un peu de cours d'athlète en première année, des fois en deuxième année, très rare, et si vous avez eu la chance d'avoir un spécialiste de sprint, sinon c'est que du lancer, souvent, ou du saut, mais voilà, bref. Donc du coup, allez chercher par la fédé d'athlète des modules spécifiques de sprint qui vous permettront d'avoir des compétences reconnues fédérales et qui vous permettront de vous asseoir un peu mieux sur ce statut de prépa physique, des fois avec une connotation stable. Ce qui, je répète maintenant, autant avant c'était quand même très... je dis pas que c'était mal vu, mais c'était pas le cas, mais on préférait aller chercher, comme on le disait tout à l'heure, des anciens athlètes de haut niveau de la discipline, même s'ils n'étaient pas bons, plutôt que d'aller chercher des stabsiens, parce qu'on estimait qu'au niveau des compétences, c'était pas assez poussé. C'était que de l'universitaire et pas de terrain, quoi. Alors que maintenant, c'est en gros, c'est assez équilibré. La genèse des STAPS, à l'origine, c'est des profs de PS. Bien sûr. Dans l'image des présidents de fédé ou des entraîneurs il y a 20 ans, STAPS, ça reste quand même la maison mère des profs de PS, mais pas des prépas physiques et pas des... Alors, sauf ceux qui étaient profs de PS et comme Fred Aubert, par exemple, qui ont dérivé. Et qui étaient BE2 ou BE3 d'athlètes, et qui, on disait tout à l'heure, les premiers préparateurs physiques avant STAPS, c'était les entraîneurs d'athlètes. C'est clair. Ouais. Donc aujourd'hui, le STAPS a sa place, mais c'est compliqué. Il faut réussir à réguler et à s'entourer aussi des diplômes fédéraux. Exactement. Et puis, je leur dis, votre Graal, votre sésame, et c'est la période en ce moment des recrutements, là, les masters et tout, c'est les stages. C'est-à-dire que si vous voulez et apprendre et être connu, c'est pas en faisant un stage sur un club de départemental 4 de foot qu'il faut faire. Hein. Il faut aller chercher des... C'est ce qui est difficile, parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'élus. Il faut aller chercher des stages où vous allez apprendre sur le terrain, et puis vous allez faire ce qu'on parlait tout à l'heure sur la prépa mentale ou autre, vous allez vous faire votre carapace. Vous allez vous former, vous allez apprendre à gérer les athlètes. Parce que avoir des méthodes, c'est bien, mais gérer un groupe, c'est pas... voilà. Tant qu'on n'a pas été confronté à ça, on ne peut pas être préparé. Et comme je leur dis, nous, à l'époque, on était en STAPS, on avait la chance de faire nos armes sur des enfants de CM1, CM2. Vous savez gérer une classe entière de CM2 en sport. En général, après, vous pouvez à peu près gérer les athlètes de haut niveau. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, du coup, ils se retrouvent des fois avec aucun bagage de terrain, et ils se retrouvent directement mis en situation. Et des fois, ça peut être compliqué. Ouais. Les stages, c'est la clé. Enfin, la mise en situation, c'est la clé. Donc c'est pareil, c'est comme les enfants, on disait en haltérophilie, ceux qui ont vocation à faire de la prépa physique, à entraîner, etc. Il ne faut pas attendre d'avoir 25 ans pour commencer à faire des stages. Il faut les faire. Les brevets fédéraux, ça se prépare avant. Il faut commencer à les faire même avant d'entrer à la fac. C'est qu'on parlait de secourisme tout à l'heure, c'est pareil. C'est un package. Voilà, faut surveillant de baignade, presque, je vais dire, c'est presque obligatoire aussi maintenant, mais faut être polyvalent. À l'époque où j'étais entré en stage, ils te demandaient justement un certificat d'aptitude. Ouais, je sais plus, 50 mètres. Ça doit être le 50 il me semblait que c'était plus que ça, c'était 100 ou 200 mètres. Et remorque, moi j'appelle ça le remorquage, mais oui, c'était ça. Ouais. Mais c'est toujours le cas. Et quand moi je suis allé faire ce certificat-là, parce que c'était marqué sur le site de l'UFR, j'ai apporté, on m'a dit non, mais ça sert plus à rien ça. Et j'avoue, je me suis fait chier pour rien en fait, tu vois. Parce que moi qui étais très mauvais nageur. Parce que ça peut toujours servir. Bien sûr. Ça peut toujours servir. Bien sûr. On sait jamais. Mais effectivement, maintenant, ils ne le demandent plus en STAPS. Quoi. Mais c'est vrai que voilà, moi je l'ai dit, je l'ai redit il y a pas longtemps. Je l'ai redit à l'INSEP un autre jour. Je leur ai dit, voilà, le problème c'est qu'on est le seul métier au monde où il n'y a pas de
il n'y a pas de libellé Non, il n'y a pas de cadre. avec une fiche type de c'est quoi et qu'est-ce qu'on veut comme diplôme en face. D'accord. Après, on va vous dire, oui, mais en prépa physique, on a aussi, alors pas qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais tout ce qui est analyse de data, les data scientists. Oui, alors d'accord, mais ça, c'est encore pour moi, c'est un autre métier. Oui. Ouais. Enfin bref, mais il faudrait que mais ni le ministère des Sports, ni l'enseignement supérieur n'a été capable de libeller le métier. Alors, Donc du coup, on se retrouve avec tous les gourous qui peuvent graviter autour de ça, mais ça a toujours été comme ça. Et c'est la porte d'entrée pour le coup à n'importe qui, parce que presque n'importe qui peut se... autour des années 2015-2016, je crois, Olivier Morelli, Fred Roalen et Mathias Ricard ont créé le SN2P, qui était un syndicat national des préparateurs physiques, qui avait pour vocation de faire reconnaître ce métier et créer une fiche RNCP. Et en fait, ils se sont mangés des murs, mais des sacrés murs, pour avoir été parmi les premiers membres de ce syndicat-là. Parce qu'on nous disait, mais on ne sait pas ce que vous faites. Mais oui, en fait, parce que le métier, personne ne fait la même chose. C'est exactement ça. Donc, parce qu'il faut qu'il soit écrit le métier. Mais voilà. Via Secret d'entraîneur, j'aimerais bien moi retrouver un petit peu cette dynamique-là, essayer de faire reconnaître un peu ce métier et d'autres métiers qui gravitent autour de l'entraînement, hein, bien sûr. Alors pour rendre à César ce qu'il faut rendre à César, parce que je fais partie des vieux encore une fois. En 2004-2005, on avait déjà créé le premier syndicat des préparateurs physiques, notamment avec Didier Reis. Tu vois, donc bref, mais il y avait des professionnels de salle, etc. Donc c'était beaucoup plus vaste que ça. Mais c'était déjà des questions qu'on se posait parce que, je répète, il n'y a pas n'importe quel diplôme maintenant, presque. Alors, on vient de créer le CQP, instructeur de fitness, mention. Ça, c'est une aberration encore pure. On va retrouver. C'est pas ma main que je mets à couper, je la mets jusqu'à la tête. On va retrouver des gens avec des CQP qui vont gérer la prépa physique. Mais après, ça se comprend. Quand tu vas embaucher comme on disait tout à l'heure en termes de salaire, tu le prends SMIC. Tu prends un truc, des fois à moitié au black, tu vois. Donc du coup, tu as le CQP, tu as quand même une carte. Voilà. Parce que le métier n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais il n'est pas reconnu parce que justement, en fait, il n'existe pas. Enfin, quand je dis il n'existe pas, en termes de nomenclature, de fichier RNCP, tu as 36 trucs où tu as une mention prépa physique. Ouais. Je balance l'info, mais objectif long terme, Secret d'entraîneur, c'est créer des labels d'excellence pour les entraîneurs et pour les préparateurs physiques, et probablement pour préparateurs mentaux, etc. Donc ça, c'est dans les tuyaux, on en discutera en off si tu veux. Bonne initiative. On passe aux questions plus ou moins de la fin. Oui. Même si on en a un petit peu parlé, quel type de formation tu conseillerais à un entraîneur qui a envie de se former à l'haltéro ou un étudiant STAPS qui aimerait devenir préparateur physique ou entraîneur? Alors, le problème de l'haltéro, pour le coup, c'est que c'est une vieille discipline. On parlait tout à l'heure des fédérations, des problèmes dans les fédérations, des politiques et des élus, etc. C'est que souvent, dans les fédérations, on ne voit que le haut niveau, et ce qui intéresse les présidents, c'est le haut niveau. Sauf qu'on oublie que pour faire du haut niveau, il faut une base. Que donc, il faut des clubs, qu'il faut donc des pratiquants, et que pour avoir des clubs et des pratiquants, il faut des gens qui encadrent. Donc, il faut des bénévoles. Et que le bénévolat en France, il n'est pas assez reconnu. C'est-à-dire que le bénévolat se meurt, et que quand il y a un président de section qui n'intervient plus et que personne ne va prendre la suite, qu'est-ce qui se passe? Le club, il disparaît. Donc, notamment en haltérophilie, alors je ne dis pas que les clubs ont disparu, mais je dis qu'il y a des zones blanches en France, notamment, où les clubs d'haltérophilie ne sont pas pléthores. Même à Paris, où avant il y avait quand même beaucoup de clubs d'haltéro, c'est plus le cas. Marseille, un club d'haltéro. Je salue Jackie d'ailleurs, chez qui j'ai pratiqué quelques tous mes années. amis haltéro et tous les présidents de clubs qui sont j'allais dire à la mine assez régulièrement et depuis des années, malheureusement des fois même très très longtemps, et avec peut-être pour certains pas de successeurs. Bref, donc pour dire que toujours pareil, la maison mère c'est l'haltéro, c'est la FFHM. Si on veut avoir un peu de billes, notamment de premier niveau, ce que j'appelle le niveau initiateur, le mieux c'est de se rendre dans un club d'haltérophilie, supposant qu'il ne soit pas à 100 km évidemment, et que du coup on puisse y prendre des billes. À défaut, là je dis bien c'est à défaut, mais tant mieux pour eux, il y a des fois plus à proximité de clubs de crossfit que de clubs d'haltéro. Si vous pouvez, ceux qui veulent commencer à apprendre un petit peu, en supposant que le coach dans la salle soit assez performant, en tout cas pédagogiquement sur la partie haltérophilie, il n'y a aucun problème à aller dans une salle de crossfit, apprendre un peu les fondamentaux. Mais voilà, c'est quand même pas la même logique. Le crossfit l'haltéro en crossfit, c'est pas l'haltéro d'un point de vue apprentissage technique. On n'est pas tout à fait sur la même philosophie. Je répète bien, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde, je dis pas que c'est pas de l'haltérophilie en salle de crossfit, je dis juste que les objectifs sont différents et que la façon souvent de l'amener et le temps qu'on va y passer
est différent. Parce qu'on ne peut pas passer ce qu'on ferait Sûr. 6 heures en salle d'haltérophilie, on ne fera pas 6 heures de la même façon en salle de crossfit parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à travailler. Bon, bref, donc du coup, l'idée, ça serait de travailler à proximité d'un club d'haltéro et de se faire former par des clubs d'haltéro. Et l'autre paramètre, je disais, si on veut se former globalement, c'est aussi de toucher à la partie athlée, surtout le travail athlétique, parce que le travail athlétique, c'est pareil, ça ne s'invente pas. C'est pas dans les bouquins qu'on apprend le travail athlétique. Même si Pradel a fait un très bon bouquin à l'époque de prépa physique, les séances, en fonction du type de surface qu'on a, du type de population, du niveau, enfin voilà, tout est, ça s'apprend. Et pareil, la maison mère de l'athlète, c'est la fédé de l'athlète. Donc si on veut apprendre les fondamentaux, il faut aller les voir. Ça, c'est un peu plus simple, je vais dire, même s'il n'y a pas non plus pléthore de clubs et de capacités d'encadrement. Mais ça, ceux qui veulent, ils peuvent. Je vous donne mon exemple personnel. Hein. Moi, quand j'ai voulu apprendre la prépa physique, parce que c'était ma passion et j'ai toujours voulu me destiner à ça, mon stage de licence, je suis de Clermont-Ferrand, je l'ai fait à l'INSEP. Voilà, moi, je suis allé à l'INSEP parce que c'est dans la maison mère qu'on apprend et qu'on voit comment ça se passe. Alors, comme je disais tout à l'heure, des fois que des choses bien, des choses pour moi, mais c'était comme ça, voilà, peu importe. Mais au moins, on voit, on agit, on observe, on discute, on se fait son avis, on prend des billes. Voilà. Si on veut apprendre il faut aller là où on forme. Voilà, si on peut faire simple. Une question que je pose, tu y réponds que si tu as envie. Quel a été ton plus gros échec en tant qu'entraîneur ? Alors, c'est pas un échec en termes de résultats, j'en parlais tout à l'heure. Toi, tu as ressenti ou vécu comme un échec. Mais c'était plus de la politique pour le coup. Enfin, quand j'étais athlète, quand j'étais entraîneur des équipes de France, on m'a nommé. C'est une ancienne athlète que j'ai eue, qui est devenue cadre de la Fédé, bref, qui m'a nommé, qui m'a fait nommer, parce que, ils m'ont nommé entraîneur des équipes de France de force. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé le cul entre deux chaises, ou entre le marteau et l'enclume, entre l'haltéro et la force, qui c'est un peu copain comme cochon, tu vois, mais c'est un peu chien et chat, quoi, quand même. Bref, on va fâcher personne aujourd'hui. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où tu maîtrises plus le game, en fait. Donc, on n'est plus sur un aspect entraîneur, préparateur physique qui gère les athlètes pour gérer les performances. Là, c'est presque plus de la prépa mentale. Là, tu vois, tu es dans un autre état. Et t'as la main sur rien. Donc, du coup, t'es la boule dans le flipper, quoi. Tu prends des coups et puis tu pars à gauche, à droite. Au bout d'un moment, tu dis halt au sketch. On arrête là. Donc, en termes d'échecs, c'est ça. Après, j'ai jamais eu de gros échecs sur l'aspect performance, en tout cas. Ouais. Ça n'a pas toujours marché comme je voulais. Il y a des fois, j'ai été un peu frustré, mais parce que tu maîtrises pas. J'ai jamais été préparateur physique à 100%. Si tu as le temps de faire ça tout le temps, et tu es tout le temps au chevet des athlètes, tu peux gérer tous les paramètres. À partir du moment où tu peux pas y être à 100% et qu'il y a une partie des choses que tu dois faire à distance ou que tu dois déléguer, que tu peux pas tout maîtriser, notamment des fois en termes matériels, des fois il y a des choses qui peuvent pas aboutir parce que tu peux pas mettre 100% des outils et des moyens à ce moment-là. Mais j'ai jamais eu je peux pas dire que j'ai eu de grosses frustrations ou de gros échecs ressentis. Je te dis, mon gros échec, il est plutôt humain, plutôt relationnel et plutôt humain qu'au niveau de performance. Moi, comme j'allais dire, je fais le truc. Musculation a toujours été pareil. Hein, je parlais de STAPS, la musculation il y a 25 ans. J'étais le seul à Clermont-Ferrand à faire de la musculation. Quand tu dis je fais de la musculation, de la force et de l'haltéro, tout le monde te regarde en te disant je le dis comme c'est vrai, je peux te dire, j'ai vu le regard de certains, t'as l'impression d'être un lépreux dans le truc parce que sinon en STAPS c'était sport co, natation, athlé, et gym éventuellement. Et muscu, haltéro, machin, personne connaissait. Presque c'est pas un sport. C'est marginal. Alors que maintenant, moi mes gamins en L3, en L2, on a 12 Basic Fit je leur dis, je sais pas que j'aime Basic Fit, mais je dis ça a démocratisé l'activité. Tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut apprendre un petit peu. Donc vous avez déjà des choses que personne ne faisait à l'époque. Parce que personne ne pouvait pratiquer. Ça n'existait pas. Et à Clermont-Ferrand, il y avait 3 clubs. C'est vite fait. Hein. Maintenant, il y en a un tous les 600 mètres, tu trouves un club. Donc, bon. Mais ce que je regrette un petit peu dans les formations, c'est que justement, moi, je te l'ai dit, je suis intégriste. Tout part de la force. Donc, si tu veux partir de la force, il n'y a pas à réfléchir. À un moment donné, tu es obligé d'y rentrer. Donc, il faut vraiment se dire, cet outil, c'est l'outil fondamental. Il faut que je le maîtrise. Et là, on est encore une fois là pour le coup, on est loin des Basic Fit. Même s'il y a un peu de charge libre, c'est pas en faisant du leg extension et de la presse qu'on fait des athlètes. Hein. Voilà. Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à conseiller ?
Alors, j'aurais pu t'en donner un s'il était. Alors, j'ai un. Même s'ils sont plus édités, des fois Oui, d'occasion on peut les trouver. mais il va être réédité, donc en fait, c'est pour ça que je vais en parler. J'ai un très Lejar. grand ami qui s'appelle Emmanuel Lejar, Je m'en doutais. qui a créé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel Lejar, je vous invite aussi à. Il a un site internet. Voilà, donc c'est un. Emmanuel Lejar, je fais un petit peu d'anecdote et puis je lui rends hommage en même temps. Donc c'est un vieil ami, pareil. Alors, on s'est rencontrés quand j'étais militaire à Fontainebleau. Pour les plus vieux d'entre nous, vous l'avez connu par l'intermédiaire d'un ouvrage magazine français qui s'appelait Le Monde du Muscle, donc, qui a disparu il y a déjà pareil, plus de 10 ans, ou quasiment 10 ans, 2014 je crois. Donc Le Monde du Muscle, alors c'était vachement bien, on retrouvait tout un panel d'activités autour des poids haltères, donc du culturisme évidemment, mais il y avait des sports de force, il y avait des strongman, il y avait etc. etc. Bon, et lui, il était éditorialiste dans ce magazine-là. Donc, il mettait à l'affiche certains athlètes. Et puis, il faisait aussi des articles sur l'entraînement et sur la nutrition des sports de force. Il a écrit en 2008 2 ouvrages. Un sur la force, justement. Alors, la force, pas la force athlétique, la force au sens large, force musculaire. Et un sur la musculation, qui malheureusement, donc c'était aux éditions Amphora, qu'on peut, comme tu le dis, trouver des fois sur le Bon Coin ou partout, ou sur voilà. Alors à une époque, à des prix astronomiques, ça dépassait 200 euros. Moi, j'avais payé le mien 170 euros, quelque chose comme ça, je crois. Des ouvrages qui coûtaient, je sais plus, 25 balles. J'étais étudiant, quoi. Oui, mais moi, je les ai dédicacés à la maison. Tu vois, les miens, ils valent encore, les miens valent plus cher. Bon, bref, donc de très bons ouvrages pour l'époque, sachant qu'il y a très très peu d'ouvrages, notamment sur la musculation, des ouvrages de qualité et des ouvrages qui s'appuient à la fois sur alors, il a été pratiquant aussi, mais du retour d'expérience d'entraîneur et des outils, j'allais dire, de littérature scientifique, puisqu'il a aussi mis en avant ce qui pour lui était le plus cohérent en termes d'outils de recherche et ce qui a pu donner, par exemple, la méthode du 5x5, pourquoi on appelle ça le 5x5 et comment elle a été créée et à partir de quoi. Voilà, donc il explique. Voilà. Donc si j'avais 2 ouvrages à recommander, je recommanderais ces 2 ouvrages-là, sachant qu'ils sont plus édités, mais j'ai appris récemment, puisque je l'ai pas très loin d'ici, je l'ai eu au téléphone récemment. Alors il m'a pas donné la maison d'édition, mais l'ouvrage sur la force devrait être édité. Alors à moins qu'il fasse un mix entre les deux, va être édité, mais j'ai pas la maison d'édition et j'ai pas la date exacte. Je sais qu'il vient de finir, parce qu'il est pas du tout dans son métier, lui n'est pas du tout. Il est conservateur beaux-arts, donc c'est pas du tout son domaine-là. Il vient d'écrire 2 ouvrages totalement différents qu'il vient juste d'achever, donc je pense que maintenant il va se mettre sur la réécriture des autres. Et il est possible que dans un an... J'ai vu passer l'info aussi, et super information, que ce soit pour les étudiants, pour les entraîneurs, c'est vraiment donc je vous invite, je répète, je ne sais pas quand, même si je suis un peu dans les petits papiers de Manu, mais dans l'idée... On passera la nouvelle dès qu'on a une date. Dès que je peux avoir l'information, si vous me donnez, parce que ça c'est... Bon, pareil, les maisons de production, voilà, bref. C'est clair. Bon, donc si j'avais un ouvrage à donner, je donnerais celui-là. Et... parce que ça me rappelle ma jeunesse, c'est le cas de dire. Puis en termes de biblio, il n'y avait pas non plus pléthore de bouquins de qualité. Là, je parle d'un point de vue plutôt généraliste, qui touche à la fois au domaine de la physio et au domaine de l'entraînement un petit peu, parce que c'est des synthèses de littérature qui donnent un petit peu d'idées. Pour ceux qui ne sont pas du champ STAPS ou du milieu de la formation, si vous voulez un peu, faut quand même avoir un peu de bagage théorique dans ce milieu-là. Une maison d'édition qui a des ouvrages que je trouve de qualité, c'est la maison de Bock, de Bock Université. Il y a un ouvrage de physio qui a été créé quand moi j'étais en licence, justement, Physiologie de l'exercice, qui est aux éditions de Bock. Les auteurs, c'est Wilmore et Costil, de vieux auteurs, mais qui, voilà, donc on doit être à l'édition numéro 4 ou 5. Donc l'avantage, c'est que c'est un bouquin qui ne coûte pas 200 euros, qui doit coûter 70 euros, mais qui est un bouquin assez dense, et sur lequel vous avez des chapitres sur tout, donc notamment l'endurance, la force. Voilà, donc ça permet d'avoir une idée de... Et puis c'est mis à jour, donc les dernières études, même s'il n'y a pas tout, ça donne quand même une idée de qu'est-ce que c'est qu'un recrutement nerveux, qu'est-ce que c'est qu'une production de force, qu'est-ce que c'est que les modes de contraction, etc. Et là, d'un point de vue, j'allais dire, assez universitaire, donc voilà, et c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que je vous le dis, parce que des fois, il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus haut de gamme, là, qui permettent d'aboutir. Je peux quand même... Allez, je vais saluer mon vieil ami Reiss, parce que la Bible de la prépa physique, c'est quand même aussi un outil que vous pouvez lire si vous ne l'avez pas encore lu. Je crois qu'il a refait une version là, récemment, qui permet aussi d'avoir une enveloppe globale des différentes qualités physiques et des différents modes de développement. Donc voilà, ça c'est pareil, assez accessible, j'allais dire, sans avoir fait de Master Staps.
Voilà, donc après, sinon, je te ramène sur les vieux ouvrages qui sont plus édités non plus, mais ceux de Verkhochansky notamment, Ouais. où on retrouve toutes les méthodes d'entraînement. Mais je sais même pas si elles sont encore éditées. C'est Il me semble pas, parce que pareil, j'ai une édition, mais qui est vraiment très vieille. Alors, si entre le temps où très vieille. entre aujourd'hui et le temps où tu publieras la vidéo, je retrouve quelques références, je pourrais te les. Ouais, carrément, tu on le pourrais mettra les dans mettre l'article pour aller plus loin. en complément. Il y avait une boîte d'édition qui était très bien. Alors, je vais faire exprès, je vais terminer avec mon Bosu encore aujourd'hui. Là. Une maison d'édition qui était très bien à l'époque où j'étais étudiant, qui s'appelait Human Kinetics. Ouais. Une très bonne maison d'édition. Qui est réédité Alors, par Fortrainer maintenant. alors maintenant, justement, on retrouvait, sauf que maintenant, on retrouve tout ce que j'aime pas et qu'on retrouve dans le milieu de la préparation physique. Donc c'est-à-dire que maintenant, le moindre pimpin qui a inventé un nouveau truc sur un Bosu, on fait un livre avec. Donc voilà, bref, c'est devenu une maison d'édition pour éditer, mais c'est plus pour moi une maison d'édition qualitative. Avant, c'était pour moi une maison d'édition qui était incontournable, mais c'est plus le cas. Et sinon, en termes de publication, vous avez le NSCA américain où c'est assez facile de trouver des contenus. Pareil, qui est très orienté sur la prépa physique et notamment les sports de force, mais prépa physique d'une manière générale, où on peut trouver quand même assez facilement des outils dans les articles qui sont assez simples de. Il faut lire l'anglais évidemment, mais sinon c'est assez simple d'accès. Il y a plein de traducteurs, c'est Oui. assez facile, Non, mais assez alors, facile c'est vrai d'accès. que, vous êtes d'une génération maintenant. Ouais. Il y a aussi on a et les vidéos et les traductions. Exactement, c'est beaucoup plus simultané. facile. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est clair que moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas les vidéos. Franchement, je suis pas très vieux. Il n'y avait pas encore les vidéos et pas forcément les traducteurs ou pas aussi facile d'accès qu'aujourd'hui. Est-ce qu'obligé à faire des vraies bibliographies, ce que les gens Et donc, on se lisait les bouquins de 600 pages en anglais que tu bouffais pendant 8 mois, tous les soirs, et tu étais là. Putain. Le langage technique, tu l'apprends comme ça en lisant des articles parce que tu n'as pas de traduction. Donc, Exactement. Voilà. Sébastien, mot de la fin ? Écoute, j'étais très ravi de faire ça déjà à Clermont-Ferrand et puis que tu m'invites. Comme tu as une perspective d'évolution, si un jour on peut faire ça en table ronde avec d'autres milieux, personnes du domaine ou du milieu, qu'ils soient altéro ou pas, je ne suis pas que cloisonné altéro, au contraire, hein. Mais oui, avec ça serait avec grand plaisir qu'on puisse débattre de sujets. Je pense que, et là je suis pas en train de, c'est pas de l'égocentrisme je suis pas en train de me jeter des fleurs hautes. Je pense que tous les bons préparateurs physiques, en tout cas ceux qui ont de la bouteille et du milieu, seront tous unanimes sur ce que j'ai dit. Après, je répète, si j'ai froissé des gens, je m'en excuse, mais je ne changerai pas de discours sur ce que j'ai dit. Et que, voilà, pour moi, la porte d'entrée, c'est la force. Voilà. S'il n'y a pas de force, il n'y a rien autour. Mais je partage ton avis entièrement. Je répète, ça date l'étude elle a 15 ans, maintenant peut-être 20 ans. On a quand même démontré que même chez les marathoniens, l'amélioration de la force du membre inf, c'est moi qui vous l'invente aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous donner un ticket parce que j'ai raison, ça a été démontré, permettait d'améliorer l'économie de course parce que le temps d'appui au sol était plus court. Bon, même chez les marathoniens où on se dit que la force, c'est un truc à l'opposé, à l'antipode de ce qu'ils ont besoin, on s'aperçoit que malheureusement ou heureusement, améliorer la force chez des marathoniens, ça permettait d'améliorer l'économie de course. Et si on va plus loin, si on prend le bouquin de Véronique Billat aux éditions de Box sur les sports d'endurance, donc d'ultra-endurance notamment, mais ce qui fait la différence entre deux marathoniens de très haut niveau, c'est pas la VMA, c'est la filière anaérobie lactique. Et la filière anaérobie lactique, bon, je vais pas vous refaire un topo de physio et de bioméca. C'est l'opposé de l'endurance. Bon, voilà, donc ça permet, on peut comprendre qu'un développement de force, ça a aussi un impact mécanique, mais ça peut aussi avoir un impact physiologique qui permet, même à des sports d'endurance, donc à l'opposé de faire que je cours en 2,5 au lieu de courir en 2,10 ou en 2,15. Voilà. Carrément. Je terminerai là-dessus. Sébastien, merci. C'était un plaisir. À bientôt. Merci.